Tout le monde le croyait un faible orphelin dans un nouveau monde, avec des compétences de rang E, mais il se venge de tous en les ruinant. Mimo était un enfant en difficulté, maltraité à la maison par le nouveau compagnon de sa mère après la mort de son père. Le pauvre garçon était battu chaque jour, recevant à peine de quoi manger, se blottissant dans un coin, se protégeant. Sa mère horrible regardait la télévision, ignorant ses cris de douleur. Il a grandi seul, faible et sans confiance en lui. Il se réveille d'un cauchemar où il est battu par son beau-père, lorsqu'il entend Sho, le tyran de sa classe, embêter une gentille fille nommée Aya. Il lui prend son livre et le fait tournoyer dans l'air, se moquant d'elle pour sa lecture de romans « girly », car cet imbécile négatif ne comprend pas qu'une fille puisse lire ce genre de livre. Mimo imagine comment, dans une émission de télévision, il arrêterait le harcèlement et gagnerait l'admiration de tous, mais il sait qu'en réalité, personne dans le bus ne s'en soucie et que s'il prend sa défense, une constitution fragile ne lui permettra que de se faire battre. Les élèves les plus populaires soutiennent Sho, tandis que les autres rient pour éviter d'être pris pour cible. Le professeur est inutile, endormi, tandis que Sho réclame sans relâche le numéro de téléphone de la fille. Avant même qu'il ne s'en rende compte, Mimo se lève, regarde Sho dans les yeux, et lui dit de laisser Aya tranquille. Sho rit, le traitant de faible et de soumis, quand soudain Kiri, le garçon le plus populaire de la classe, dit à Sho de rendre le livre. Sho obéit et rend le livre à la fille, puis passe à un autre élève qui l'harcèle, Yasu. Mimo se demande pourquoi il a défendu Aya, un acte inhabituel pour lui, mais avant qu'il puisse y réfléchir, tous les passagers du bus sont transportés dans un autre monde. Ils sont complètement désemparés se retrouvant dans un lieu inconnu alors qu'une déesse magnifique se tient au sommet d'un pont et se présente comme la déesse Visay. Elle explique que chaque fois que la menace d'un roi démon apparaît, le royaume d'Alion appelle de courageux guerriers d'un autre monde pour défendre son royaume. Il y a 200 ans, le roi démon a failli détruire leur royaume, mais grâce à quelques héros, il a été vaincu et son armée anéantie. Malheureusement, le roi démon est revenu à la vie, raison pour laquelle ils ont tous été transportés dans ce monde, pour combattre en tant que nouveaux héros et mettre un terme à sa menace. Les élèves sont totalement désorientés, se demandant s'ils sont morts ou s'il s'agit d'une farce. Leur professeur leur demande de se taire et de prêter attention à ce que la déesse va dire. Mimo observe l'architecture ancienne, les soldats en armure munis de lances, et la déesse aux yeux dorés, avant de se pincer pour vérifier s'il rêve. Kiri prend la parole et demande à la déesse ce qui arrivera s'ils ne coopèrent pas, ce à quoi la déesse répond avec un sourire qu'elle ne pourra pas les renvoyer dans leur monde. Kiri demande s'il existe un moyen de retourner chez eux, et Visay répond qu'il existe un rituel de rappel inverse, mais pour l'obtenir, ils devront vaincre le roi démon car ils nécessiteront un élément spécial, dit « élément maléfique », qui n'apparaîtra que s'ils meurent. Sho lui crie dessus de les avoir appelés dans un nouveau monde sans leur choix et refuse d'aider, mais Visay s'agenouille et les supplie de l'aider à sauver son royaume de la destruction. Aya intervient et dit à la déesse qu'ils ne sont que des humains et ne peuvent rien faire, mais Visay promet qu'ils possèdent des capacités insoupçonnées. Sho pense toujours que tout ceci est une plaisanterie, alors Visay décide de le prouver et fait venir un captif et un gigantesque chien démon. Elle libère le chien démon qui se jette immédiatement sur le captif avant de le blesser grièvement. Certaines filles sont horrifiées et tombent à genoux, tandis que Visay observe le démon avant de lancer un sort et de réduire le monstre en cendres, le faisant disparaître. Elle appelle les étudiants et leur annonce qu'ils vont mesurer leurs aptitudes latentes. Un à un, tous les élèves s'approchent d'une boule de cristal et vérifient leurs aptitudes tandis qu'elle brille de différentes couleurs. Après les étudiants studieux, Sho s'avance vers le cristal, et dès qu'il pose sa main dessus, il se met à briller d'un rouge vif. La déesse a l'air satisfaite et affirme qu'il possède des compétences de haut rang. Mimikiri le suit, mais à peine pose-t-il la main sur la boule qu'elle émet une vive lumière dorée avant de rayonner intensément. Ensuite, Aya s'approche et elle aussi se révèle être de rang S, et après quelques autres étudiants, une autre fille se présente et s'avère également de rang S. Les gardes sont complètement stupéfaits, car Visay explique que même un seul individu de rang S est considéré comme une chance extraordinaire, mais en avoir 3 est incroyable. Enfin, Mimi s'approche du cristal, mais lorsqu'il pose sa main sur la boule, elle brille d'une faible lumière violette. La déesse ne lui accorde même pas un regard et demande à la personne suivante de s'avancer. Mimi essaie de demander quel est son rang, mais elle l'ignore complètement, alors il s'éloigne. Se rendant compte que même dans ce monde, il allait rester un personnage secondaire. Après cela, Yasu, le geek, s'approche du cristal qui s'avère renfermer un pouvoir obscur particulier, détenu auparavant par un autre héros des ténèbres devenu le plus puissant. Enfin, chacun vérifie ses statistiques tandis que la déesse leur annonce qu'il possède aussi une capacité personnelle, différente pour chacun, avant de leur dire qu'ils doivent maintenant accomplir un rituel crucial.
Elle appelle Mimo au premier plan, et il est aussitôt conduit de force par une garde. Elle l'envoie dans un profond puits obscur et déclare que Mimo est de rang E, le plus bas de toute la classe. Historiquement, les personnes de rang E ont causé beaucoup de problèmes, aussi sont-elles généralement éliminées, mais comme cette fois-ci ils ont tant de héros exceptionnels, elle donnera à celui de rang E une chance de sauver sa vie. Il sera envoyé dans les ruines abandonnées, un donjon éloigné où sont envoyés les criminels et les monstres. Elle lui dit que s'il réussit à survivre, on le laissera tranquille et il obtiendra le droit de vivre, sinon il peut dire adieu à sa vie. Mimo tente de protester, affirmant qu'il peut s'améliorer, mais la déesse répond qu'il entre dans la catégorie des cas désespérés, ce qui signifie que ses statistiques sont si basses que même après un entraînement acharné, il ne pourra pas progresser. Il s'énerve et dit à la déesse qu'il n'a jamais choisi de venir ici, qu'il a été convoqué contre son gré et qu'il est maintenant rejeté, mais Kiri l'interrompt et lui dit qu'il fait perdre leur temps à tout le monde car les filles sont déjà fatiguées. Alors que tous sont d'accord, Mimo s'effondre, vaincu, lorsque Yasu s'approche de lui. Mimo se souvient du moment où il a aidé Yasu après qu'il ait été harcelé, mais Yasu le rejette et lui dit qu'un Euranker devrait parler avec plus de respect à ses supérieurs. Mimo perd tout espoir lorsque la déesse commence le rituel et lui lance un sac en cuir comme objet spécial, totalement inutile. Aya tente de défendre Mimo en disant que c'est injuste. Frustré au plus haut point, il lève le bras et utilise le sort de paralysie sur la déesse, qui arrive facilement à le bloquer, avant d'appeler Mimo un incapable pour avoir même essayé de la frapper avec ses compétences de rang Kiri, et c'est aussi son sort qui crée une énorme boule de feu, prétendant juste avoir vérifié en injectant une petite quantité de mana dans le sort. Tout le monde rit de la différence de puissance entre un incapable comme Mimo et eux, tandis que Mimo baisse la tête, les larmes coulant sur ses joues. Il se souvient de son jeune moi qui pleurait, lorsque soudain son âme lui dit d'arrêter de jouer les gentils et de leur montrer la vraie nature de son cœur, celle qu'il réprime depuis si longtemps. Mimo finit par tout lâcher, levant les yeux avec des yeux remplis de colère et traite la déesse de termes injurieux, la menaçant de se préparer à sa revanche s'il revient vivant. Il est immédiatement transporté dans une grotte sombre où il essaie d'ouvrir son interface de statue mais échoue à cause de la faible luminosité. Il injecte du mana dans sa sacoche en cuir et la gemme commence à briller, qu'il utilise comme lanterne pour avancer dans la grotte. Soudain, il réalise qu'il marche sur des ossements, ce qui le terrorise. Il se demande ce qui a pu causer la mort de toutes ces personnes lorsqu'une créature monstrueuse tente de l'attaquer. Il l'évite de justesse et prend la fuite. Le monstre se lance à sa poursuite tandis que Mimo court de toutes ses forces, se demandant s'il devrait se retourner et combattre, mais son cœur lui dit que la différence de puissance est telle qu'il mourrait instantanément s'il s'arrêtait. Pris de panique, il se met à pleurer et trébuche sur une pierre saillante. Il se retourne et voit la mort en face, la frustration de sa vie le submergeant. Au moment où le monstre allait le tuer, Mimo, dans un ultime effort désespéré, lance un sort de paralysie qui, à sa grande surprise, pétrifie la créature. Il se relève aussitôt et reprend sa fuite, mais arrive bientôt au bout de la grotte où un autre démon aviaire l'attend, avec l'intention manifeste de le tuer. Mimo lève immédiatement le bras et utilise à nouveau le sort de paralysie qui immobilise l'ennemi. Il réalise que ce n'était pas un hasard et que son sort fonctionne réellement, mais il commence à se sentir fatigué. Il ouvre ses statistiques et remarque que son mana est presque entièrement épuisé. Il se rend compte qu'il lui reste une autre compétence, alors il tente de lancer un sort de poison sur le monstre, ce qui fonctionne très bien car le démon commence à noircir et à saigner. Mimo s'assoit par terre dans la grotte se demandant pourquoi ses sorts sont si efficaces contre ces démons, lorsqu'il entend soudain quelque chose derrière lui. Il se retourne et voit que le Minotaure démon a réussi à rompre le sort et s'apprête à porter le coup fatal à Mimo. Mais cette fois, au lieu de fuir, toute la haine pour ceux qui l'ont maltraité le submerge, et même étant complètement épuisé, il lève les bras vers le démon, déterminé à tuer désormais pour vivre sa vie, et défie le démon de le combattre, ignorant s'il survivra ou non cette fois. Son corps passe rapidement en mode combat ou fuite, où il commence à réfléchir à toutes les manières. Pour échapper à cette situation, alors qu'il est complètement encerclé par de nombreux monstres prêts à le dévorer. Il se demande ce qui se passera s'il essaie d'utiliser ses compétences alors qu'il n'a plus de mana, comme dans les jeux auxquels il jouait. Quand une personne faisait ça, elle finissait par mourir. Il décide qu'il n'a plus le choix, car s'il n'essaie rien, il sera certainement tué, alors il se tourne vers l'un des monstres et utilise son sort de paralysie. Le sort ne fonctionne pas, et le monstre commence à l'attaquer sans relâche, tandis qu'il essaie d'esquiver et de reculer. Il réalise qu'utiliser le même sort 2 fois sur un monstre ne sera pas très utile, lorsqu'il remarque soudainement qu'il a débloqué un nouveau sort appelé Sommeil. Au moment même où le monstre allait l'écraser, Mimo utilise le sort Sommeil, et à sa surprise, le monstre s'immobilise et s'effondre au sol, sans mouvement.
Il utilise immédiatement son sort de poison sur la bête, afin qu'elle ne revienne pas l'attaquer plus tard, mais utiliser ses compétences sans mana le fatigue. Sa santé. Avant même de pouvoir élaborer un plan, il remarque une immense horde de monstres qui se précipitent sur lui, et il se demande s'il a assez de points de vie pour les affronter. Il utilise son sac magique comme une grenade flash, aveuglant les monstres, puis il lance son sort de paralysie sur tout, les immobilisant instantanément. Il hésite un instant à leur infliger un sort de poison, mais se rend compte qu'il n'a pas assez de points de vie pour cela. Soudain, à son grand effroi, une autre volée de monstres surgit des profondeurs du donjon, le submergeant complètement, mais il décide de ne pas se laisser faire et utilise son sort de paralysie sur chaque monstre qui s'approche. Bientôt, son corps s'alourdit, il ressent des vertiges, mais il tient bon. Puis, alors que tout semble perdu, il monte de niveau. Son mana se régénère, ses statistiques augmentent, ce qui lui permet de lancer encore plus de sorts de paralysie sur ses ennemis, se sauvant ainsi pour le moment. Il se rend compte qu'il a gagné un niveau grâce à son sort de poison qui a tué le monstre oiseau. Cela lui donne une idée, il commence à immobiliser tous les monstres, déterminé à gagner un maximum de niveau tout en luttant pour sa survie. Il découvre une nouvelle compétence qui lui permet de cibler un groupe entier simultanément, il les immobilise donc tous ensemble. Il s'interroge sur l'inefficacité de son sort contre la déesse, car depuis son arrivée dans ce donjon, son taux de réussite a été de 100%. Il passe alors tranquillement devant tous les ennemis, utilisant son sort de poison sur chacun d'eux. Il monte encore de niveau lorsque les monstres commencent à mourir, alors il s'assoit sur un rocher, souriant en réalisant qu'il a créé une véritable ferme à XP, comme dans Minecraft, lui permettant de gagner beaucoup de niveaux. Il consulte ses statistiques et est stupéfait de constater qu'il est déjà niveau 250, et que ses points de mana sont incroyablement élevés. Un autre monstre meurt et il gagne à nouveau plusieurs niveaux d'un coup. Il utilise ensuite son sort de sommeil sur tous les monstres pour améliorer ce sort également, et de nouveaux camps. Le monstre est mort. Il a gagné beaucoup de niveaux, au point d'atteindre le niveau 500 en quelques minutes. Il décide qu'avec autant de niveaux, il peut certainement s'en sortir vivant, mais reste vigilant car de nombreux monstres sont encore présents. Il se relève et regarde les monstres restants, qui soudain se retournent et s'enfuient. Il récupère les pièces d'équipement qu'il peut trouver sur les corps des aventuriers et réussit à trouver une cape et quelques autres petits objets. Il s'enfonce plus profondément dans la grotte, où se trouvent encore plus de monstres, mais il réalise qu'il n'a pas mangé depuis longtemps et a extrêmement faim. Il ne sait pas où trouver de la nourriture, puis il se souvient des monstres qu'il a déjà tués. Il retourne sur les lieux du combat et trouve un monstre sur lequel le sort de poison s'est dissipé. Il sort son épée et tente de découper un morceau de viande, mais se rend compte que la peau est trop dure. Découragé, il se demande si, même après avoir tué tous les monstres, il finira par mourir de faim. Soudain, il remarque que la gemme sur son sac brille d'une étrange couleur violette, alors il se relève pour l'examiner. À sa surprise, il l'ouvre et y trouve de la viande séchée et une bouteille de coca. Des larmes lui montent aux yeux tandis qu'il boit goulûment le liquide, félilement s'étouffant. Il commence à grignoter la viande séchée paisiblement, se demandant comment fonctionne ce sac, et s'il en recevra encore de la nourriture. 2 jours se sont écoulés depuis son arrivée dans le donjon, et il est vite devenu assez fort pour vaincre facilement d'énormes hordes de monstres mortels, simplement assis sur un rocher et lançant des sorts à répétition grâce à son monopole quasi infini. Il regarde autour de lui la scène de carnage, et se demande tristement ce qu'il a bien pu faire de mal dans sa vie pour être ainsi traité. Il se souvient que, jeune, il rêvait de s'en prendre à l'ami de sa mère, sachant que s'il ne le faisait pas, cet homme le tuerait un jour. Heureusement pour lui, sa vie a pris un tournant lorsque sa tante et son oncle l'ont sorti de sa situation misérable et ont commencé à s'occuper de lui. C'est alors qu'il décida de devenir un être humain bon et bienveillant envers les autres, mais il revient brutalement à la réalité, observant le chaos qu'il a causé sans éprouver de tristesse face à leur décès. Il réalise qu'il a toujours été un monstre et décide de l'accepter, alors qu'il progresse de nouveau au niveau 950. Après cela, il s'aventure plus profondément dans le donjon où il trouve un monstre flottant qu'il élimine immédiatement avec sa combinaison poison paralysant, et continue son chemin. Il découvre une salle où 2 aventuriers semblent être morts. Il examine leurs affaires et trouve un sac rempli de gemmes qu'il prend avant de poursuivre. Il trouve une immense salle qu'il ouvre pour y découvrir un autre squelette. Il examine la blessure mortelle de l'homme et trouve un parchemin sur lequel sont inscrits quelques mots. Il le lit et découvre que le squelette appartient au héros sombre dont Vici parlait. Le héros sombre écrit qu'il a été envoyé ici par la déesse maléfique Vici lorsqu'elle n'avait plus besoin de lui, et avertit quiconque trouvera cette lettre de ne jamais faire confiance à la déesse. Il froisse le parchemin avec colère dans ses mains, réalisant que le roi démon n'est pas le seul être maléfique de ce monde,
lui-même et la déesse étant également responsables de maux considérables. Dans son sac, il trouve un immense grimoire rempli de techniques de magie noire pour la création d'objets et de sorts. Il examine le rouleau à côté, mais ne peut le lire et le range dans son sac avant de prendre les vêtements du héros mort. Il remarque soudain une tache de sang sur l'une des pages, indiquant que le dévoreur d'âmes a tué tout le monde. Nemo remercie le héros mort et sort par les galeries jusqu'à trouver une immense porte. Il comprend qu'il faut quelque chose pour l'ouvrir, et consulte ses statistiques pour constater qu'il est désormais niveau 1200. Il se demande s'il est assez puissant pour tuer le dévoreur d'âmes présent dans le couloir suivant. Il tente d'entrer, mais est immédiatement attaqué par un rayon qui lui blesse la main, l'obligeant à la bander. Il se demande comment vaincre une telle entité, qui a même vaincu le héros sombre, ce qui signifie que ce dévoreur d'âmes est certainement le boss final et la clé pour s'échapper de cet endroit. Soudain, le dévoreur d'âmes avance et vomit une substance visqueuse qui se transforme en humain à moitié mort qui se dirige vers Nemo. Il les paralyse, mais ne peut pas utiliser de poison car ils ont encore une apparence humaine, tandis que le dévoreur d'âmes traverse le mur et se met à crier. Nemo est en proie à une angoisse mentale alors qu'il tente de reculer, mais le monstre vomit encore des humains à moitié morts qui le poussent dans un coin, et il se met à pleurer en appelant à l'aide. Tout cela semble amuser le dévoreur d'âmes qui se met à rire de l'angoisse de Nemo, mais c'est ce qu'il attendait. Dès que le monstre baisse sa garde, Nemo utilise un sort de paralysie sur lui, et le dévoreur d'âmes s'effondre, l'air surpris. Nemo rit du monstre, affirmant l'avoir maîtrisé par son jeu d'acteur, seule façon de le désarmer. Il explique au monstre qu'il a toute sa vie feint d'être un bonhomme, bienveillant, incapable de nuire, mais que son vrai visage apparaît enfin. Le nombre d'êtres affaiblis qu'il pourrait blesser ne le préoccupe pas. Il est dans une situation de survie où toute chose qui tente de le blesser, monstre, être affaibli ou humain, sera éliminée sans regret. Le dévoreur d'âmes se met à saigner de l'œil tandis que Nemo s'approche et endort tous ceux autour de lui, pour en finir une fois pour toutes. Après un moment, le dévoreur d'âmes meurt et des âmes s'échappent de son corps, prenant la forme d'êtres éthérés qui le remercient d'avoir vaincu ce monstre, car elles étaient prisonnières de ce démon sans possibilité de s'échapper, tandis qu'il continuait à faire des victimes. Finalement, le héros sombre apparut et lui demanda simplement de s'occuper de la déesse maléfique avant de disparaître. Entre-temps, Nemo saisit le joyau au mangeur d'âmes et se dirige vers la porte principale. En insérant le joyau dans la serrure, et voyant la porte s'ouvrir, il réfléchit à ce qu'il fera à la déesse perfide une fois qu'il l'aura maîtrisée. Parallèlement, dans les forêts aux abords de la capitale royale, les camarades de classe de Nemo chassent des démons pour gagner des niveaux. Alors que Shaw poursuit un démon canin à l'épée, Kiri réduit un autre monstre en cendres grâce à ses puissantes compétences, atteignant ainsi le niveau 18. Ailleurs, Yazoo, le nerd dont la personnalité a totalement changé, consume des monstres de ses flammes noires et rit en entendant leurs cris. Loin d'eux, Koba, une jeune fille timide et pure, hésite à tuer les monstres, mais Asagi, une fille agressive, l'oblige à le faire, la menaçant de mort car il s'agit d'une épreuve imposée par la déesse. Asagi surveille Koba de près et lui fait comprendre que bientôt, la classe se désintégrera. Et diverses factions se formeront car il y a beaucoup d'égoïstes. Asagi est de rang B et elle prévoit de créer sa propre faction avec les filles qui la soutiennent. Elle sait que, étant de rang D, Koba ne sera pas acceptée par la faction de Kiri ni par les autres factions puissantes, et même Aya ne pourra pas la prendre car elle va bientôt mourir. Koba panique en entendant cela, mais Asagi lui dit de ne pas s'inquiéter des détails inutiles. Elle veut simplement que Koba soit son adorable petit jouet, et pour elle, elle a demandé aux filles de sa faction de piéger un monstre qu'elle pourra facilement vaincre. Asagi demande à Koba de tuer le monstre et de réussir l'épreuve que Vic leur a donnée, sinon elle sera abandonnée comme Mimo. Koba ne veut pas tuer le pauvre monstre, mais Asagi l'incite, la forçant pratiquement à le faire. Finalement, elle tue le monstre, mais cet acte de violence la dévaste, et elle se souvient du moment où Mimo a aidé un chaton blessé. Elle se met à pleurer, pensant qu'elle n'a pas pu aider Mimo. Pendant ce temps, Aya reprend connaissance, et la douleur à l'estomac lui rappelle comment la déesse l'a assommée avant d'envoyer Mimo. Elle va immédiatement confronter la déesse Vic, qui joue une comédie assez maladroite, prétendant avoir été profondément affectée d'envoyer Mimo dans une situation périlleuse, mais que c'est la politique du royaume. Elle ajoute que le rituel visant à écarter les membres les plus faibles du groupe se poursuivra, et que pendant le sommeil d'Aya, elle a déjà renvoyé ceux qui n'avaient pas réussi à vaincre un seul démon. Aya déteste profondément la déesse à ce moment et lui dit que sa façon de faire est mauvaise. Vic se contente de rire, disant que chacun a le droit d'avoir des opinions différentes, mais cela ne signifie pas qu'elle cherchera à s'y adapter. Aya propose alors qu'en tant que héroïne de rang S, elle travaillera très dur et compensera les performances insuffisantes des autres.
En échange, elle veut que Vic ne les bannisse pas. Vic accepte son idée et demande ensuite à Aya de lui serrer la main afin qu'elle puisse enterrer le passé et commencer leur relation sur de nouvelles bases. Loin d'eux, dans les forêts sombres bordant les ruines abandonnées, une femme fuit un groupe de brigands peu recommandables qui la poursuivent. Malheureusement, elle est imprudente et laisse des indices faciles aux bandits, qui comptent la laisser courir à sa guise, car ils finiront par la rattraper. Simultanément, Mimo sort des ruines. Il consulte ses statistiques avant de partir et constate que son mana dépasse 59 000. Il est cependant plus intéressé par les détails de ses compétences. Il découvre qu'il peut utiliser la compétence paralysie sur des parties spécifiques du corps de sa cible, en plus de son corps entier. Il peut aussi affaiblir sa compétence poison pour la rendre non létale. Il a l'intention de la tester dès qu'il rencontrera des démons, mais en marchant, il entend des bruits de gloussement derrière les arbres. Il voit un groupe de slimes qui harcèlent un plus petit slime, et Mimo éprouve de la pitié pour ce dernier. Cependant, le petit slime a plus de courage que la plupart des enfants victimes d'intimidation et il riposte contre ses agresseurs. Mimo décide que le moment est venu de tester ses nouvelles aptitudes. Il immobilise donc toutes les limaces, puis utilise un poison non létal sur les limaces agressives. Il dissipe ensuite les effets de l'immobilisation et du poison sur les limaces agressives, les faisant fuir. Il se tourne alors vers la petite limace et lui dit qu'elle s'est bien défendue contre les agresseurs. Mimo lui explique qu'il va lever l'immobilisation et lui demande de ne pas l'attaquer. Il lève l'immobilisation et poursuit son chemin, mais la limace se met à le suivre. Mimo pense que la limace est, comme lui, un être rejeté, et décide de l'adopter. Il place la limace dans sa capuche afin qu'elle puisse le surveiller et le prévenir en cas de danger. Entre-temps, Mimo lit le livre sur les arts interdits du héros noir. Il y trouve une recette de médicaments capable de renforcer même les limaces. Mimo parle à la petite limace, l'informant qu'il est en quête de vengeance contre ceux qui lui ont fait du tort. Il demande à la limace si elle souhaite toujours le suivre, et elle confirme. Mimo est content de l'apprendre et il appelle la limace Pijimaru. La limace aime son nouveau nom. Mimo continue d'avancer lorsqu'il est soudainement encerclé par les bandits qui poursuivent la femme mystérieuse. Les bandits essayaient de l'épuiser, mais en chemin, ils ont détecté une autre présence et sont venus ici pour se divertir. Le chef des bandits demande à Mimo de lui remettre tout ce qu'il possède de valeur, et alors peut-être le laisseront-ils partir. Mimo est terrifié car les bandits ont l'air effrayants, et il n'a jamais combattu d'humain auparavant. Les bandits se disputent pour savoir s'il faut poursuivre la jeune fille ou perdre du temps avec des inconnus, et Mimo tente de s'échapper en profitant de cette occasion. Cependant, le chef des bandits lui ordonne de s'arrêter immédiatement. Mimo le supplie de le laisser vivre, mais cela incite le bandit à vouloir encore plus le maîtriser. Il se précipite sur lui, mais il s'avère que Mimo simulait la peur. Il utilise sa compétence de paralysie pour immobiliser immédiatement le chef des bandits, puis il prend son temps pour réprimander les bandits, les traitant d'ordures car, bien qu'ils soient bien plus faibles que les démons des ruines, leurs mauvaises intentions sont encore plus intenses. Le démon Piggy est furieux contre les bandits, et Mimo dit que tuer de telles personnes ne le pèsera pas sur la conscience, et qu'il préférerait se réjouir d'avoir allégé considérablement le fardeau de la terre. Il lance un sort de poison sur tous les bandits, et une fois qu'ils sont tous morts, Mimo remarque une autre présence à proximité. Cette présence appartient à la mystérieuse jeune fille, qui a utilisé une technique spéciale de sa tribu pour invoquer une armure spirituelle afin de se protéger. Elle peut aussi sentir la présence de Mimo et dire que quelqu'un de très puissant est à proximité, mais l'impression qu'il dégage est assez incertaine. La jeune fille ne voulant rien laisser au hasard, elle fait tournoyer son épée, coupant un buisson où Piggy se cachait. C'est alors que Mimo arrive derrière elle et la neutralise. Elle bredouille en demandant ce qu'il veut, et il répond qu'il ne cherche que des informations car il est nouveau dans cette région et n'en connaît rien. La jeune fille l'interroge sur les 4 bandits, et Mimo demande s'ils sont ses complices. Elle refuse, et il la croit car elle ne semble pas cacher quelque chose. Mimo est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à vouloir les arrêter, il est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à vouloir les arrêter. Mimo est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à vouloir les arrêter, il est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à vouloir les arrêter. Mimo est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à vouloir les arrêter, il est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à vouloir les arrêter. Elle est très surprise qu'elle ne soit pas la seule à vouloir les arrêter, et lui aussi est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à vouloir les arrêter. Mimo est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à vouloir les arrêter, et lui aussi est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à vouloir les arrêter. Elle est très surprise qu'elle ne soit pas la seule à vouloir les arrêter. Et il est aussi très surpris qu'elle ne soit pas la seule à tenter de neutraliser les 4 bandits. Elle est très surprise qu'elle ne soit pas la seule à tenter de neutraliser les 4 bandits, et lui aussi est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à tenter de neutraliser les 4 bandits.
Elle est très surprise qu'elle ne soit pas la seule à tenter de neutraliser les 4 bandits, et lui aussi est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à tenter de neutraliser les 4 bandits. Elle est très surprise qu'elle ne soit pas la seule à tenter de neutraliser les 4 bandits, et lui aussi est très surpris qu'elle ne soit pas la seule à tenter de neutraliser les 4 bandits. Elle est très surprise qu'elle ne soit pas la seule à tenter de neutraliser les 4 bandits. Elle est très surprise qu'elle ne soit pas la seule à tenter de neutraliser les 4 bandits. La jeune fille dit à Mimo que s'il veut rencontrer la sorcière, il doit aller dans la zone du Démon d'Or, une région dangereuse au centre du continent. Mimo remercie la jeune fille pour toutes ces précieuses informations, et elle le remercie en retour car il l'a sauvée des bandits. Mimo dit que les informations compensent, et la jeune fille lui souhaite bonne chance. Il trouve qu'elle est trop honnête et innocente pour son bien, ce qui lui rappelle sa tante. Quoi qu'il en soit, il décide de partir après avoir dit à la jeune fille que le sort de paralysie se dissipera dans quelques minutes, et qu'elle pourra alors poursuivre son chemin. Piggy saute également derrière Mimo, puis grimpe sur son épaule. Ils discutent de la faible probabilité que la jeune fille les attaque une fois libérée du sort de paralysie, mais Mimo souhaite tout de même que son partenaire gluant lui tienne compagnie par précaution, et il est désireux de l'aider de toutes les manières possibles. Mimo arrive bientôt dans une petite ville nommée Mills, et la femme chevalier de garde est plutôt curieuse de ses affaires. Elle pense qu'il est un rustre des campagnes venu ici pour travailler comme mercenaire et explorer des ruines. Cependant, elle lui accorde la permission d'entrer, car le seigneur de la ville a donné l'ordre de laisser entrer tous les mercenaires, surtout ceux qui projettent d'explorer les ruines. Mimo la remercie en entrant, et pense que la sécurité est très laxiste ici car ils n'ont même pas contrôlé ses bagages ni demandé de pièces d'identité, ce qui lui est fort avantageux. Il arrive bientôt à une auberge où un vieil homme grincheux l'accueille. Il n'est pas amical avec Mimo au début, mais dès qu'il lui montre une pièce d'argent, l'homme commence à le servir comme un valet. Il demande son nom, et Mimo adopte le faux nom de Hattie pour séjourner à l'auberge. La nuit, il se promène en ville et constate qu'elle est assez paisible, malgré la présence de nombreux étrangers et mercenaires. Il découvre qu'on y trouve toutes les boutiques qu'on pourrait attendre d'une ville de cette taille dans un anime sur un magicien de glace, et il y a aussi une guilde d'aventuriers. Une fois que Mimo a recueilli toutes les informations possibles avant de retourner à l'auberge, et après avoir mangé, il continue de faire semblant que la nourriture est délicieuse, même si ce n'est pas à son goût. Il tend l'oreille aux hommes ivres assis à la table voisine afin de recueillir des informations sur ce monde. Les hommes ivres parlent des ordres de chevalerie les plus puissants du continent. L'un d'eux parle des saints chevaliers de l'empereur Faucon, réputés fous, qui n'ont jamais perdu une guerre. D'autres hommes citent d'autres ordres de chevalerie réputés, et estiment que les chevaliers magiques de leur royaume d'Urza ne leur sont en rien inférieurs. Cependant, tous s'accordent à dire que le plus puissant ordre de chevalerie du continent est celui des chevaliers du Dragon Noir, qui ont conquis le royaume sacré de Nia en un temps record. Ils commencent à exprimer leur admiration pour la puissance des chevaliers du Dragon Noir, qui compte parmi eux le plus puissant chasseur de héros au monde. Mimo, ayant assez entendu, prend congé et emporte de la nourriture pour son limace Piggy. Pendant que la limace mange du riz, Mimo commence à élaborer un plan pour l'avenir. Il pense que, dans un premier temps, il devrait trouver quelqu'un capable de lire le sort de magie interdite pour lui. Il se souvient que la jeune fille de la forêt lui a dit de rencontrer la sorcière interdite dans la zone des démons dorés. Avant cela, il prévoit d'utiliser un fortifiant pour augmenter la puissance de Piggy. Soudain, il se rappelle que les hommes ivres parlaient aussi d'une couche de ruines nouvellement découverte sur leur territoire, qui attire des mercenaires de partout et fait prospérer la ville. Mimo pense pouvoir trouver les os du roi squelette dans les ruines, élément essentiel à la création du fortifiant. Le lendemain matin, il rejoint les autres mercenaires qui projettent de piller les ruines. Ils sont accueillis par le marquis Creed, seigneur de cette région. Creed leur parle d'un nouveau niveau découvert dans les ruines du moulin, et annonce une récompense de 300 pièces d'or pour quiconque découvrira le trésor ultime des ruines, la coupe de l'œil du dragon. Il promet d'acheter tout le butin du donjon à prix élevé et laisse aux mercenaires le produit des monstres vaincus. L'inscription commence ainsi, et l'attention de Mimo est attirée par un noble imbu de lui-même, Flash, draguant une jeune femme voilée. Elle lui demande ce qu'il veut, et Flash remarque que sa voix ressemble à celle d'une certaine dirigeante de l'armée des chevaliers sacrés du royaume ruiné de Nia. Ces paroles suscitent des chuchotements parmi les autres mercenaires qui se demandent si la princesse chevalier de Nia est bien là, car une forte récompense est offerte pour sa capture. Le type insiste lourdement auprès de la femme, lui disant que même sa poitrine a la même taille que la princesse elfe qui avait autrefois refusé son invitation à dîner. La femme lui répond qu'il se trompe de personne, alors il lui demande d'enlever sa capuche pour prouver qu'elle est humaine et non une elfe. Il est persuadé qu'une fois la capuche retirée, ses oreilles pointues révéleront sa véritable nature,
et comme il se souvient du visage de la princesse elfe, il pourra réclamer la récompense. Cependant, lorsqu'il retire la capuche, la jeune femme a des oreilles humaines, et Flash est pris de court. Mimo reconnaît la jeune fille, la même qu'il avait rencontrée en forêt, mais il ne s'immisce pas dans ses affaires, car elle se charge elle-même de mettre le type en fuite, humilié. Ensuite, Mimo se rend au magasin pour acheter du matériel, mais il croise la jeune fille à la capuche qu'il reconnaît. Elle l'approche et commence à parler du raid. Mimo la met en garde contre la façon dont elle traite les individus désagréables, car l'homme d'avant pourrait revenir pour la blesser par vengeance. Elle répond qu'elle s'en fiche, expliquant qu'elle se montre délibérément impolie pour que les gens la laissent tranquille. Mimo lui demande ensuite son aide pour acheter des outils pour l'exploration des ruines, car il craint de se faire arnaquer. Il promet de la payer pour ses services, et la jeune fille accepte avec plaisir car elle a besoin d'argent. Elle serre la main de Mimo, se présentant comme Mist, et il se rend compte que c'est un faux nom. Il se présente lui aussi sous le nom de Hattie, expliquant qu'il a, comme elle, des raisons d'utiliser un faux nom. Mist aide Mimo à acheter du bon matériel, et il lui donne 3 pièces d'argent pour ses conseils, plus qu'elle ne s'y attendait. Elle le remercie et commence à partir, mais s'effondre soudainement d'épuisement. Mimo remarque les cernes sous ses yeux tandis qu'il la soutient, mais Mist lui dit que elle a juste besoin de repos et s'enfuit. Le lendemain, Mimo se dirige vers les ruines du moulin, et trouve immédiatement des mercenaires fuyant un démon, jeune version des Minotaures que Mimo a combattu dans les ruines précédentes. Il paralyse et empoisonne le démon, puis l'achève de son épée courte. Pendant ce temps, les mercenaires appellent leur supérieur pour vaincre le jeune démon, et sont stupéfaits de voir qu'il a été terrassé d'un seul coup d'épée courte. Indifférent à cela, Mimo pénètre dans les ruines et constate que les démons présents ne représentent aucune menace pour lui. En chemin, il surprend soudainement Flash, un individu odieux, demandant à 2 mercenaires robustes de l'aider à tuer Mist, car il ne supporte pas qu'on le humilie. Il prévoit de la faire souffrir avant de la tuer, puis de la donner aux démons. Mimo est écœuré par la bassesse de cet homme, et sort de sa cachette pour intervenir. Flash et ses hommes se préparent à l'achever, et Mimo tente de les sonder en s'excusant et en promettant de garder le secret. Flash n'a aucune intention de le laisser vivre, mais au moment de l'attaquer, Mimo le paralyse, ainsi que ses hommes. Il les neutralise pendant leur paralysie, et il ressent un étrange soulagement de débarrasser le monde de ces individus. Mimo s'éloigne, et Flash le maudit, jurant de se venger, mais Mimo les a laissés en vie seulement parce que de puissants démons arrivaient. Les démons éliminent les individus paralysés, et Mimo pénètre plus profondément dans les ruines, l'esprit libéré. Il décide de faire une courte sieste avant de descendre plus bas, et Piggy monte la garde pendant son sommeil. Mimo descend ensuite plus profondément dans les ruines, laissant derrière lui des monstres neutralisés. À cause de cela, il est acculé par un groupe d'aventuriers expérimentés, les Tigres à dents de sabre. Leur chef, Lily, et son second, Foès, déclarent qu'ils n'ont même pas pu trouver la cause de la mort du monstre. Ils soupçonnent donc la présence d'un ennemi extrêmement puissant. C'est pourquoi ils envisagent de remonter à la surface pour assurer leur sécurité, et ils n'ont arrêté Mimo que pour lui demander s'il voulait les accompagner. Il les remercie de leur sollicitude et continue son chemin. Il pense qu'en tuant plus de démons et en les laissant éparpiller, davantage de mercenaires sortiront des ruines, et il aura ainsi plus de chances d'obtenir ce qu'il veut. Il arrive finalement dans la salle où se trouve la coupe œil de dragon. Mimo remarque une statue de dragon derrière elle, et ayant vu assez d'animés, il sait que la chose va l'attaquer s'il prend la coupe. Il la neutralise et l'empoisonne donc par précaution, puis prend la coupe tandis que le monstre succombe. Juste au moment où il se retourne, il trouve Mist, surprise de voir que quelqu'un a atteint la salle avant elle. Elle dit qu'avoir dormi quelques heures lui a coûté le gros lot, mais à sa surprise, Mimo n'hésite pas à lui remettre la coupe. Mist est stupéfaite et demande ce qu'elle doit lui payer, mais Mimo lui répond que peut le garder car le personnage qu'il arbore actuellement est extrêmement naïf et influençable, surtout lorsqu'il s'agit de jolies filles. Mist ne peut pas prendre quelque chose qui vaut 300 pièces d'or gratuitement car cela porterait atteinte à son honneur, mais Mimo lui répète qu'il n'a pas besoin de la coupe ni de l'argent. Il commence à manipuler le mécanisme de la plateforme et ouvre un passage secret menant plus profondément dans le souterrain. Il dit à la jeune fille que ce qu'il recherche se trouve au niveau inférieur, et qu'il a utilisé l'offre d'embauche uniquement pour parvenir jusqu'ici. Mist propose soudainement de le protéger jusqu'au niveau suivant pour le remercier de la coupe. Elle insiste sur le fait qu'elle lui sera utile, et après réflexion, Mimo accepte de la prendre avec lui, à 2 conditions. Premièrement, elle ne se mêlera pas de ses affaires personnelles, et deuxièmement, il ne peut garantir une sortie rapide des ruines. Mist accepte immédiatement et jure de le protéger même au péril de sa vie. Il rencontre bientôt une étrange plante monstrueuse aux yeux dorés, et Mist s'en débarrasse rapidement grâce à ses talents d'épéiste.
Mimo l'applaudit, puis l'interroge sur les démons aux yeux dorés. Elle répond que ces démons seraient porteurs d'une grande quantité de points d'expérience, permettant aux héros d'un autre monde de gagner rapidement des niveaux. Elle ajoute que ces héros ne peuvent pas gagner d'expérience en tuant des humains, et doivent donc éliminer des démons pour progresser. Myst explique aussi que l'on dit qu'un élément magique spécial, libéré par le roi démon, transformerait les créatures et démons ordinaires en variantes aux yeux dorés, les rendant plus puissants et féroces. Cela fait réfléchir Mimo à Kiri, le héros doré, et il ressent un étrange pressentiment que son pouvoir pourrait être lié à tout cela. Bientôt, ils arrivent à une zone de repos, et Myst dit sentir la présence d'un monstre à proximité. Mimo comprend qu'il s'agit forcément de Piggy, il sort donc la limace et la présente à Myst. Elles deviennent immédiatement amies, et Mimo demande alors à Myst de faire une sieste car elle en a grand besoin. Elle accepte à contre-cœur et s'allonge sur le lit, quand soudain Piggy se met à danser devant d'elle. Myst est distraite, et profitant de cette occasion, Mimo l'endort grâce à ses compétences. À sa surprise, Myst se met soudainement à briller et reprend son apparence normale, celle d'une elfe. Mimo avait toujours eu un pressentiment, mais maintenant il est certain que Myst est en réalité Siras, la princesse chevalier du royaume Saint-Denia. Loin d'eux, dans la forêt où Mimo a maîtrisé les 4 bandits qui poursuivaient Myst, le chef des chevaliers du dragon noir observe la scène. Il croit que Myst a vaincu les 4 puissants bandits seuls, et il pense qu'il prendra plaisir à la combattre lors de leur prochaine rencontre. Le lendemain, au réveil de Myst, sa compétence de transformation s'active automatiquement, lui donnant l'apparence d'une humaine ordinaire. Elle panique en pensant que Mimo l'a peut-être vue, mais se sent soulagée en le voyant dormir par terre. Piggy s'approche d'elle et se met à couiner, et Mimo prend cela comme un signe pour cesser de faire semblant de dormir. Ils entament ensuite leur voyage dans le donjon, et en percevant l'intégralité de l'étage. Tremblement et secousse, ils décident de fuir. Soudain, un monstre gigantesque perce le mur à côté d'eux, et Myst le reconnaît comme le roi squelette. Mimo comprend qu'il s'agit du boss de ce donjon car il est bien plus puissant que tous les démons qu'ils ont affrontés. Cependant, Myst sait qu'un étrange os sous son menton est son point faible, et s'il arrive à le briser, ils gagneront. Myst pense que des mercenaires ordinaires n'ont aucune chance contre le roi squelette, mais ensemble, ils pourraient y arriver. Le roi squelette semble considérer Myst comme une menace plus importante que Mimo, ce qui ne le dérange pas. Myst active soudainement son pouvoir, disant à Mimo qu'elle doit l'utiliser pour vaincre le boss, mais qu'elle doit aussi le garder secret. Elle lui demande de garder son secret tandis qu'une armure spéciale apparaît sur son corps. Le roi squelette commence à charger une attaque énergétique, et Myst dit à Mimo que si elle ne peut pas le vaincre, il doit immédiatement s'enfuir. Cependant, il agit avant elle en paralysant le monstre principal grâce à ses compétences. Brume est confuse, mais alors que Mimo lance le sort de poison sur le démon, elle réalise soudainement qu'il s'agit de l'homme qu'elle a rencontré dans la forêt. Le roi squelette meurt rapidement du poison, et Mimo récupère alors les os nécessaires à la création de la potion fortifiant. Il regarde Brume et comprend qu'elle a de nombreuses questions. Il lui promet d'y répondre une fois qu'ils seront remontés à la surface. Il commence à rebrousser chemin, lorsque soudainement, Cochon alerte Mimo sur quelque chose à l'intérieur du corps du roi squelette. Mimo se met à la recherche et trouve un petit paquet dans la cavité thoracique du démon. Dès qu'il prend le paquet, il commence à briller et un symbole étrange apparaît dessus. En ouvrant le paquet, Mimo découvre un œuf étrange, mais Cochon semble insister pour l'avoir, aussi Mimo décide de le garder. Loin d'eux, les camarades de classe de Mimo ont également pénétré leur premier donjon. Des élèves prennent la fuite alors que des chevaliers squelettes se lancent à leur poursuite, tandis qu'une jeune fille, assise par terre, pleure en se tenant son bras blessé. Son amie tente de l'aider, mais elles sont attaquées par les monstres. Tout le monde parvient à s'échapper, et Aya se place devant les monstres, déterminée à les arrêter. Cependant, avant qu'elle n'agisse, Sho et Kiri attaquent les monstres et les vainquent instantanément. Mais Kiri utilise son attaque sans se soucier de ses camarades, et Aya doit les protéger. Kiri, fier de sa force, révèle qu'il est maintenant niveau 24. De retour dans la cité souterraine, Mimo et Myst atteignent la surface, où Myst présente la coupe de l'œil du dragon aux gardes. Alors que l'attention de tous est captée par ce trésor ultime du donjon, Mimo s'éloigne discrètement. Myst le suit et l'informe qu'elle recevra sa récompense du Seigneur demain lors d'une cérémonie publique. Mimo lui demande si elle est libre jusqu'à alors, et ayant reçu une réponse affirmative, il demande à Myst de venir dans sa chambre cette nuit pour qu'ils puissent discuter de certaines choses. Elle comprend, et saisit sa main alors qu'il s'en va pour le remercier une nouvelle fois pour la coupe. La nuit, Mimo prépare l'agent de renforcement, lorsque Myst se présente à sa porte. Mimo lui propose de l'engager comme compagne de voyage pour la suite de son périple.
Il lui dit qu'avec la récompense de la coupe, elle est bien pourvue, mais qu'il souhaite tout de même la recruter. Il cherche simplement à la mettre dans l'obligation en évoquant la coupe, même s'il n'apprécie pas cette tactique. Mimo lui montre ensuite une carte, expliquant qu'il veut atteindre la zone du démon d'or au centre du continent pour rencontrer la sorcière interdite. Il prétend que, vu la présence de nombreux monstres puissants, il a besoin de quelqu'un de compétent pour combattre à ses côtés, et que Myst est la seule en qui il a confiance. Myst semble hésiter à se rendre dans cette zone dangereuse, et Mimo lui laisse le temps de réfléchir. Il l'appelle soudainement par son vrai nom, Cérès, et elle répond machinalement. Ce n'est qu'après qu'elle réalise qu'elle s'est faite manipuler. Mimo s'excuse auprès d'elle, mais révèle qu'il a utilisé ses compétences pour la faire dormir dans le cachot, et qu'il connaît donc son secret. Il affirme qu'il a besoin d'elle comme d'un atout précieux, et c'est pourquoi il ne la vendra pas. Il savait que ce qui la gênait le plus dans ses voyages avec lui était son secret, mais maintenant tout est clair. Myst cesse également de cacher ses secrets et explique qu'elle peut dissimuler sa véritable forme grâce à l'aide d'esprit, mais qu'ils ont besoin qu'elle dorme pour reconstituer leur pouvoir, et qu'elle reprend alors son apparence originale. Elle révèle sa véritable forme à Mimo, disant qu'elle lui fait confiance maintenant. En retour, il lui confie son vrai nom, pour que la balance soit rétablie. Elle accepte de le rejoindre comme escorte, et Mimo lui donne l'un des cristaux bleus qu'il a trouvé dans le premier cachot en guise de paiement. Myst est stupéfaite en le voyant, car le cristal est en réalité un objet rare appelé pierre de dragon bleu, qui n'est plus commercialisé. Ce seul morceau vaut plus que la récompense qu'elle a reçue pour avoir remis la coupe au Seigneur. Elle refuse de prendre quelque chose d'aussi précieux et le rend à Mimo, qui la trouve trop bienveillante pour son propre bien. Il lui reprend la pierre puis la lui lance à nouveau, disant qu'elle lui appartient maintenant, et qu'elle peut la jeter si elle ne la veut pas. Elle l'accepte à contre-cœur, puis tente de raconter son histoire à Mimo et de lui parler des personnes qui la recherchent encore. Cependant, il déclare ne pas s'intéresser à son passé car, en tant qu'employeur, seules ses compétences l'intéressent. Le lendemain, lors de leur petit déjeuner, les gens de l'auberge commencent à leur tenir des propos désagréables. Mimo dit à Myst de les ignorer, puis lui demande ce qu'elle sait des sorts interdits. Elle lui explique que c'est la déesse Visée qui a interdit certains sorts anciens, les classant comme interdits. Mimo pense que si la déesse les a interdits, ces sorts pourraient être dangereux pour elle. Il remercie Myst pour l'information, et elle rougit car c'est la première fois qu'il la remercie ouvertement. Ensuite, Myst part récupérer sa récompense tandis que Mimo se rend en forêt pour améliorer Piggy. Avec le médicament fortifiant. Du côté de Myst, elle se sent déplacée à une fête pleine de nobles et d'hommes riches. Il se fait tard, et elle n'a pas encore reçu sa récompense. Just then, le seigneur appelle un magicien célèbre capable de briser les illusions pour divertir ses invités. Myst craint d'être découverte, et voyant qu'elle est en retard, Mimo commence également à soupçonner une supercherie. De retour auprès de ses camarades de classe, Aya rend visite à la déesse Visée pour s'enquérir du traitement de la jeune fille qui a perdu sa main. Visée dit qu'elle a soigné la jeune fille uniquement parce qu'elle était une héroïne de rang B. Elle demande ensuite à Aya si elle ne rejoint pas le groupe de Kiri, et tente de la manipuler en lui faisant croire qu'il est égoïste de sa part de ne pas s'associer à un autre héros de rang S. Malgré ses tentatives de manipulation, Aya reste ferme et dit qu'elle ne peut pas travailler avec Kiri pour le moment. Elle jure de remplir ses devoirs d'héroïne de rang S elle-même, et en entendant cela, Visée dit qu'elle laissera tous les étudiants qui n'ont pas réussi le premier essai avec elle afin que elle peut les entraîner. Aya panique et rappelle à la déesse qu'elles avaient conclu un accord. Ces étudiants seraient laissés tranquilles si elle se battait pour eux, mais la déesse répond qu'elle a reçu un ordre du roi et n'a donc pas le choix. Elle dit à Aya que si elle ne prend pas les perdants avec elle, ils seront éloignés, et Aya n'a d'autre choix que d'accepter l'ordre de Visée. Du côté de Mimo, il pense que soit Myst les a trahis et s'est enfui après avoir reçu l'argent du prix, soit quelque chose lui est arrivé. La première option semble improbable, il décide donc de la rejoindre, et en chemin, il entend des gens dire que la jeune fille qui a remporté la coupe s'est avérée être la princesse elfe recherchée. Ils disent qu'elle s'est enfuie dans la forêt après que son secret ait été découvert, mais que cela ne la sauvera pas car les chevaliers du dragon noir sont sur ses traces. À ce moment-là, 3 dragons apparaissent dans le ciel et se dirigent vers la forêt, où Myst tente de s'échapper. Un des chevaliers du dragon l'attaque, et Myst essaie d'abord d'utiliser sa magie spirituelle pour le faire tomber avec une attaque aérienne. Elle enchante son épée pour vaincre le second et le 3e chevalier dragon. Elle est fatiguée de les combattre, malgré leur faible rang. Brusquement, une lance se dirige vers elle, elle la bloque. Un dragon fonce sur elle, mais Myst réalise qu'il s'agit d'une diversion, et que le véritable ennemi se trouve devant elle. Elle se précipite donc et croise le fer avec un chevalier de haut rang nommé Gisin, qui lui annonce qu'elle va mourir ici. Myst ne peut pas utiliser son armure spirituelle à pleine puissance à cause du sort anti-illusion précédent,
et Gisin la repousse continuellement, révélant qu'il a reçu l'ordre de tuer, et non de capturer, une certaine personne. Cependant, il compte bien s'amuser un peu avant de la tuer. Il continue de la repousser, et lorsqu'elle perd l'équilibre et tombe, il lui arrache son épée avant de se jeter sur elle. Heureusement, Mimo arrive juste à temps et paralyse Gisin et son dragon. Mist se relève et lui demande ce qu'il fait là, tandis que Mimo applique un poison non létal au chevalier. Il endort Gisin avant de parler à Mist, et lui rappelle qu'ils ne peuvent pas discuter de choses privées en présence d'autres. Il lui dit qu'il est revenu pour la récupérer, mais elle lui répond qu'elle ne peut pas accepter son offre d'emploi maintenant, car les chevaliers dragons le poursuivront aussi s'il est avec elle. Elle tente de lui rendre la pierre de dragon bleue, mais cela l'irrite et il lui lance une bourse pleine de pierres de dragon. Mist est perplexe en la recevant, et Mimo lui dit qu'il ne peut trouver meilleure escorte qu'elle, et qu'il n'a pas envie de chercher ailleurs. Il lui demande ensuite brusquement de se changer, et Mist se demande si elle a bien entendu. Mimo la regarde agacée qu'elle ne comprenne pas ce qu'il veut, et lui explique que tout le monde l'a reconnue à cause de ses vêtements, et qu'elle doit changer pour semer les poursuivants. Il lui dit ensuite qu'il a besoin qu'elle trouve la sorcière des bois car il doit connaître ses sorts interdits, et qu'elle pourrait même l'aider à mieux dissimuler son identité. Il s'approche ensuite de Gézin et annule le sort de sommeil avant de demander qui diable l'envoya tuer Brume. Gézin leva les yeux vers lui, se demandant quand il mourrait, mais Mimo lui promit que s'il révélait la vérité, il serait épargné et Mimo lui retirerait le sort de poison. Gézin décida de révéler le secret car il voulait aussi voir comment la princesse elfe réagirait. Mais avant qu'il ne puisse rien dire, Mimo sentit un danger et éloigna Brume juste au moment où une énorme épée frappait Gézin. Mimi se retourna immédiatement pour voir 3 cavaliers de dragon conduits par un jeune homme aux cheveux argentés et aux yeux rouges perçants qui se déclarait la troupe la plus puissante de l'humanité, connue sous le nom de Civet. Il descendit avec ses 3 compagnons en présentant leur unité comme les 5 cavaliers de dragon. Gézin faisait autrefois partie d'eux aussi, mais il parlait trop et c'est pourquoi il a dû mourir. L'un d'eux semblait un peu plus extravagant que les autres avec sa coupe de cheveux style Karen, tandis que l'autre voulait faire un cosplay de pirate et dit à Civet qu'il devrait utiliser Brume comme un ballon et la lancer sur le terrain avant de la tuer. Le roi lui-même ordonna qu'elle soit éliminée sur le champ. La flamboyante Karen ordonne aux pirates de se taire car le roi souhaite que le corps soit aussi beau que Mist l'est en réalité, tandis que Mist est horrifiée par les propos de ces hommes. Elle dégaine son épée, affirmant qu'elle ne mourra pas si facilement, mais les hommes ne la prennent pas au sérieux et Civet lui propose un duel. Si elle gagne, il la laissera tranquille. Cependant, son regard se tourne immédiatement vers Mimo, car il s'intéresse davantage à cet étranger qu'à la princesse elfe. Mimo réalise que sa vie est en danger, sentant la puissance de cet homme, 100 fois supérieure à celle du dévoreur d'âmes qu'il avait déjà mis à rude épreuve. Il sourit malgré tout et demande à Civet s'ils peuvent discuter. Civet demande son nom, mais Mimo utilise un faux nom que Civet reconnaît immédiatement, ce qui accroît son intérêt. Le pirate, semblant particulièrement peu futé, demande pourquoi Civet s'intéresse autant au jeune homme, mais Civet répond que ce garçon ne tremble pas devant les cavaliers de dragon et souhaite même avoir une conversation avec l'homme le plus fort de l'humanité. Mimo se rend compte qu'il doit bien jouer ses cartes s'il veut survivre à cette épreuve et demande à Civet s'il veut simplement combattre les ennemis les plus puissants qu'il puisse trouver sur Terre pour assouvir sa soif de combat. Civet reconnaît la vérité mais affirme que peu d'ennemis peuvent lui offrir un bon combat, mais Mimo demande pourquoi il ne combat pas contre la déesse visée. Civet affirme que la déesse est en effet puissante, mais que leurs royaumes ont un traité de paix, mais si jamais la guerre éclatait, il aimerait combattre les héros qu'elle a invoqués d'un autre monde car ils sont supposés être incroyablement forts. Mimo sourit tandis que Civet s'ennuie de Mist et lui dit qu'il ne veut pas combattre une faible comme elle et lui demande de simplement laisser tomber son épée et d'accepter sa défaite. Civet refuse évidemment, ce qui agace le chevalier aux cheveux blancs, mais Mimi décide d'adoucir l'affaire et lui dit que s'il veut combattre un adversaire puissant qui puisse réellement rivaliser à le défier, alors Civet devrait le choisir comme nouvel adversaire car c'est un héros d'un autre monde. Tout le monde est choqué d'entendre cela, y compris Mist qui n'en savait rien, mais Civet rit, affirmant qu'il avait senti quelque chose de différent chez lui. Il demande pourquoi diable un héros erre dans les forêts, si loin de son royaume, et Mimo décide de dire la vérité car il sait que Civet le découvrira s'il Il révèle à Civet que la déesse le considérait comme appartenant à une catégorie différente des autres héros, et c'est pourquoi elle l'a séparé et envoyé loin. Il n'y avait pas un mot de mensonge là-dedans, mais comme prévu, Civet pensa que Mimo devait être un héros très puissant et c'est pourquoi il avait été autorisé à partir seul. Il demande ce que Mimo veut de lui, et Mimo répond qu'il souhaite reporter leur combat pour le moment. Civet rit et demande ce qu'il obtiendra en retour, et Mimo répond qu'il s'entraînera et deviendra plus fort que quiconque,
même que la déesse elle-même, et qu'il reviendrait ensuite affronter Civey dans un combat sans merci. Civey rit d'un rire malsain à cela et affirme qu'il aimerait beaucoup voir ça un jour, disant à Mimo qu'il est libre de partir et que même les dragons et leurs cavaliers s'en iront une fois qu'ils auront réglé le problème de la princesse elfe. Le visage de Mimo se ferme et il dit à Civey qu'il ne peut pas les laisser faire quoi que ce soit à Mist, car il a besoin d'elle pour devenir plus fort. Civey rit de nouveau, affirmant qu'il permettra cela aussi, car il a vraiment envie de le combattre bientôt. Kern tente de s'opposer à cela, mais Civey lui ordonne de se taire s'il veut rester en vie, et bientôt ils s'envolent tous tandis que Civey dit à Mimo de prendre de la force avant que sa patience ne s'épuise. Mimo sourit et lui fait ses adieux en attendant qu'il soit à la distance exacte qu'il souhaitait, et utilise immédiatement son sort de paralysie sur eux. Civey réalise que quelque chose ne va pas, mais il est trop tard, car très vite tous les dragons et leurs cavaliers tombent à terre les uns après les autres, tandis que Mimo rit, affirmant que ce n'est pas un conte héroïque où les gens tiennent parole. C'est son histoire cruelle de vengeance contre le monde et il se fiche de la manière dont il atteint. Civey se débat au sol, furieux, demandant ce qu'il a bien pu faire. Mimo ne daigne même pas répondre et utilise son poison sur eux tous, les neutralisant instantanément. Mais Civey continue de lutter, même après avoir subi l'effet du poison, rappelant à Mimo le dévoreur d'âmes, le seul autre monstre ayant pu bouger un peu sous l'effet du venin. Civey est cependant beaucoup plus fort, il ramasse sa lance pour la lancer sur Mimo, mais s'effondre d'épuisement. Soudain, une alarme retentit, appelant des renforts, et une immense horde de cavaliers de dragons arrive. Civey tente de leur donner des ordres, leur intimant de garder leur distance et d'éliminer Mimo et Mist, mais les cavaliers sont trop choqués de voir les 4 plus puissants, dont leur chef Civey, à terre, inerte ou mourant. Mimo dit à Mist qu'elle peut s'enfuir tant qu'il en est encore temps, mais elle répond qu'elle est son garde du corps et qu'elle restera à ses côtés. Mimo sourit et se connecte immédiatement à Piggy grâce à sa nouvelle aptitude. Piggy émerge alors du dos de Mimo et envoie une multitude de tentacules vers les dragons volants. Cavalier, étendant la portée de Mimo tandis qu'il utilise son sort de paralysie sur eux. Bientôt, il commence à pleuvoir des dragons et des humains qui tombent tout autour de lui, mais il décide de se servir de ces hommes comme cobayes, utilisant différents sorts sur eux pour les tester. Il utilise le sort de Berserk sur Karen qui s'emporte immédiatement et commence à réclamer le responsable, avant d'utiliser le sort des ténèbres sur le pirate, le rendant effectivement aveugle alors qu'il peine à voir ce qui se passe. Une fois qu'il a fini, il les laisse simplement à leur sort et les paralyse à nouveau par mesure de sécurité. Soudain, il réalise que tout le monde est mort, mais Civey survit encore, ce qui le choque vraiment. Il s'approche de lui alors qu'il pousse son dernier souffle et s'effondre par terre, enfin mort. Après cela, Mimo et Mist entrent dans la forêt, sachant qu'au moins personne ne les suivra, mais Mist affirme qu'il pourrait y avoir encore le cavalier de dragon noir connu comme le tueur de héros qui doit être à ses trousses. Mimo se souvient soudainement qu'il a tué quelqu'un comme ça, ce qui choque vraiment Mist car elle se demande quelle est la force de cet homme. Elle lui jure fidélité et promet de rester à ses côtés quelles que soient les difficultés, tandis qu'il promet de lui rendre l'appareil. Ils entament enfin leur voyage ensemble à travers les forêts, ignorant les aventures qui les attendent. Plusieurs jours passent et Mimo et Mist arrivent dans une nouvelle ville qui semble pleine de vie. Le marché est animé de conversations, de rires et d'enfants jouant le soir. Mimo explore les boutiques et s'intéresse à un masque étrange exposé. Le boutiquier lui explique qu'il s'agit d'une réplique du masque du roi Mouche, un ancien roi démon qui défendit la terre des démons contre une immense armée et réussit à sauver son peuple de l'extinction. Mais malgré cela, certains politiciens l'exilèrent, l'accusant d'être la source de tous les maux. On ne revit plus jamais le roi Mouche. Mimo finit par acheter le masque et le ramène à sa tente où il l'essaie, réfléchissant à la similarité de son histoire avec celle du roi Mouche, mais contrairement au roi démon, il se vengeait de la déesse. Le lendemain matin, il part explorer la ville avec Mist qui pense que leurs ennemis ne s'attendraient pas à les voir au cœur de la cité, mais Mimo reste très prudent, vérifiant qu'ils ne sont pas suivis. Il remarque soudain un immense vieux bâtiment, et Mist lui apprend que ce bâtiment est connu sous le nom de Colisée où des gladiateurs et des mercenaires s'affrontaient autrefois, pour espérer gagner la gloire, de l'or ou la liberté. Il réalise que c'est quasiment identique à la ville romaine de son monde et demande qui contrôle cette région. Mist affirme que le royaume d'Usa gère toute cette région et dit à Mimo qu'aujourd'hui le Colisée est devenu un spectacle étrange, alors qu'au début, de nombreux nobles et soldats s'y battaient pour montrer leur force et que les meilleurs étaient parfois choisis pour commander toute l'armée. Mimo n'est pas intéressé par tout ce fatras et dit à la femme de le suivre dans une petite auberge élégante. Elle se plaint de leurs dépenses et lui conseille de ne réserver qu'une seule chambre au lieu de 2. Mimo se retourne pour voir si elle plaisante, mais la jeune fille est parfaitement sérieuse et affirme n'avoir aucun problème à ce qu'ils dorment ensemble. Plus tard dans la soirée,
Ils descendent à la taverne pour manger quelque chose et Mimo remarque que l'endroit est exceptionnellement plein. Il écoute discrètement les conversations lorsque des hommes commencent à raconter comment les chevaliers du dragon noir sont tous morts après être allés chercher la princesse elfe, et se moquent d'elle en disant qu'elle doit être cachée dans une cuisine en train de préparer un sandwich. Mimo approuve ces plaisanteries misogynes et continue d'écouter lorsqu'un homme affirme que le groupe de mages qui s'appelle Ashinto prétend avoir tué tous les chevaliers du dragon, tandis que d'autres pensent qu'ils ont peut-être aussi tué Mist, sans savoir qu'elle est assise juste en face d'eux. Mist dit à Mimo qu'Ashinto fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, car ce sont des mages obscurs qui semblent vénérer une divinité maléfique et maudite. Alors qu'elle lui parlait d'eux, la porte s'ouvre et un groupe de personnages capuchonnés, se prétendant les sorciers d'Ashinto, entrent dans la taverne. Ils traversent la foule et s'approprient quelques places à une table avant de s'asseoir et de demander à boire. Mimo réalise que ces individus ne semblent ni effrayants ni dangereux, mais comme les chevaliers dragons sont morts dans des circonstances mystérieuses aux yeux du royaume, ils peuvent prétendre que leurs malédictions ont fonctionné. Soudain, Mimo entend deux hommes parler de la mort de ces chevaliers dragons, qui pourrait être l'œuvre de la sorcière interdite, et l'un d'eux affirme que quelqu'un l'a vu à proximité. Mimo s'approche immédiatement d'eux, leur commande de la bière et de la nourriture en échange d'informations. Les hommes acceptent avec plaisir et lui racontent que la sorcière interdite serait une elfe noire, invisible depuis 10 ans, mais qu'on l'aurait récemment vue combattre dans les arènes du Colisée comme gladiatrice. Il demande où il peut trouver cette femme, et les hommes lui répondent qu'il faudrait traverser le Colisée, ce qui nécessitait l'autorisation du duc. Soudain, la porte s'ouvre et une femme guépard entre dans la taverne. Les hommes sourient immédiatement, affirmant que Mimo a de la chance car il s'agit de la femme bête dont il parlait. Mimo s'approche immédiatement de la jeune femme bête et lui offre à boire et à manger. La guépard se présente comme Ève et demande immédiatement ce dont il a besoin. Il va droit au but et lui demande si elle a vu la sorcière interdite. Ève finit par le décevoir en affirmant que ce n'est qu'une rumeur lancée par quelqu'un. Il est vrai qu'elle est entrée un jour dans la forêt d'or où la sorcière vit supposément, mais elle ne l'a jamais rencontrée. Elle lui demande pourquoi il veut savoir des nouvelles de la sorcière, et Mimo ment en disant qu'il est un érudit qui veut réaliser un biopic à son sujet, mais Ève le met simplement en garde de ne pas s'approcher de la forêt car il n'y survivrait pas une seule journée. Ève quitte alors la taverne, et bientôt Mimo et Mist partent aussi, tandis qu'elle lui dit avec assurance que la femme bête a menti. Mimo était du même avis et décida d'approfondir l'affaire demain. Ils retournèrent à leur auberge pour la nuit, où Mimo réalisa qu'il avait oublié de nourrir sa limace et craignit une action en justice de la part de Péta. Ils se mirent alors à grignoter de vieux sandwichs au fromage qu'il avait dans son sac magique, ce que Mist apprécia beaucoup. Mimo se demanda comment il pourrait obtenir plus d'informations d'Ève, et Mist répondit que les seuls combattants qui comptent sont motivés par l'argent, car cela leur permettrait de gagner leur liberté de leur maître, mais qu'il leur faudrait une énorme somme. Mimo décida d'en savoir plus sur Ève dès le lendemain matin, tandis que Mist décida de brûler quelques calories pour maintenir sa silhouette et enfila son armure, laissant ses parties vitales exposées. Elle commença à s'entraîner à l'escrime tandis que Mimo l'observait avec admiration, réalisant que cette femme pouvait faire un sandwich et le couper avec son épée, ce qui était un plus. Il fut impressionné par elle et lui demanda si elle pouvait lui apprendre quelques mouvements de base, ce qu'elle accepta. Elle lui dit de tout donner et de l'attaquer, mais Mimo se demanda si une femme aussi fragile pouvait gérer ses hommes. Mist lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle avait été l'instructeur lors des nuits sacrées précédentes. Mimo se jette sur elle de toutes ses forces, mais elle esquive et lui bloque les deux bras dans son dos. Mimo se soumet immédiatement, alors Mist le relâche une fois qu'ils sont tous les deux couverts de sueur. Mist se rend compte que les femmes devraient laver les vêtements, alors elle descend immédiatement pour nettoyer leurs habits, mais commence à renifler étrangement le manteau de Mimo alors qu'il arrive par derrière. Elle cache immédiatement ce qu'elle faisait en disant à Mimo qu'elle a l'habitude de laver le linge. Un peu plus tard, Mist va dormir tandis que Mimo s'assoit pour lire son grimoire de magie noire, mais comme moi avec ma dyslexie, il ne comprend rien. Il réalise que Mist a fait de son mieux pour ne pas être un poids mort et il décide de la remercier le lendemain matin. Avant qu'il ne puisse aller dormir cependant, Mist se réveille et Mimo lui dit qu'il n'arrivait pas à dormir. Mist sort immédiatement son sachet d'herbe et en produit 3 ayant des effets différents sur une personne. Elle affirme que la première herbe procure sommeil et relaxation, tandis que la seconde donne de l'énergie. Mimo se demande si cela fonctionne vraiment, mais décide d'essayer quand même. Il sort donc 2 tasses, y met des cubes de bouillon avant d'y verser de l'eau chaude. Plus tard, Mist sort un flacon et commence à verser une herbe dans une tasse, mais se rend compte ensuite qu'elle s'est trompée et a versé la potion énergisante au lieu de la potion relaxante dans le thé. Mimo réalise que la situation peut être difficile étant donné qu'ils sont seuls dans une pièce, sans surveillance, mais il se remémore son objectif,
se venger de la déesse Visi, ce qui le recentre. Mist, quant à elle, s'incline car elle a enfin trouvé celui qu'elle cherchait. Le lendemain matin, ils retournent tous deux en ville pour recueillir des informations, et Mist revient avec de juteux potins. Elle raconte à Mimo qu'Eve a été amenée ici comme servante il y a 3 ans et a révélé son véritable potentiel dès son premier combat. Depuis ce jour, elle est restée invaincue dans l'arène et demain aura lieu son dernier combat en tant qu'esclave. Mimo a l'air préoccupée car cela signifie qu'Eve a déjà assez d'argent, ce qui rend impossible de la corrompre. Étonnamment, Mist affirme qu'il y a plus à l'histoire car Eve aurait gagné assez d'argent pour acheter sa liberté il y a 2 ans, mais elle est restée à cause d'un jeune esclave dont elle souhaite également acheter la liberté. Elle explique aussi à Mimo que la plupart des combattants les plus forts sont morts lors de leur dernier combat, et elle soupçonne que le vieux duc n'apprécie pas que ces combattants gagnent leur liberté, alors il truque les combats contre eux et les élimine. Mimo se demande si Eve sait que son dernier combat pourrait lui coûter la vie et tout ce dont elle a rêvé tandis qu'Eve aiguise sa lame pour se préparer au combat. Mist demande à Mimo s'il y a des chances pour qu'Eve survive, mais Mimo pense que le duc ne la laissera jamais vivre et tentera certainement de la faire disparaître en introduisant un nouveau combattant qui deviendra le favori de tous. Mist est choquée et demande ce qu'elles feront demain, mais Mimo répond qu'elle pas besoin d'attendre demain, ils vont agir aujourd'hui même. Plus tard dans la soirée, Mimo retrouve Eve dans une ruelle sombre et lui barre le passage. Elle semble confuse et demande ce qu'il veut, puisqu'elle lui a déjà dit qu'elle n'avait jamais vu la sorcière. Mimo lui dit immédiatement qu'il sait que c'est un mensonge, mais Eve tente de nier. Mist intervient et affirme qu'ils savent qu'elle ment, et Mimo lui demande d'arrêter de tourner autour du pot et de dire la vérité. Eve prend immédiatement une position défensive et saisit son épée, mais Mimo lui demande de se calmer, car ils veulent simplement l'aider. Eve garde la main sur son épée tandis que Mimo lui explique que le duc prévoit de la faire tuer lors du match de demain, ce qui serait très problématique pour eux car il veut trouver la sorcière. Il demande directement à Eve s'il devrait emmener la jeune fille qu'elle cache et la sortir de cette ville asservie ce soir. Eve s'énerve et menace de leur couper les mains s'il ose la toucher. Un doigt sur la fille, mais Mimo lui dit de se rassurer, qu'ils ne veulent pas lui faire de mal. Mist ajoute qu'ils savent qu'elle se bat depuis 2 ans pour la petite Lise. Eve réalise qu'ils connaissent vraiment tout sur elle, et se calme un peu, affirmant qu'elle ne peut pas se désister du combat de demain et doit y participer. Mimo demande s'il devrait emmener Lise en lieu sûr, mais Eve répond que s'ils ne respectent pas les règles de la ville et tentent de s'enfuir, une prime serait mise sur leur tête et ils seraient poursuivis par des soldats et des assassins toute leur vie. Elle explique qu'elle aurait peut-être fui seule, mais comme Lise est avec elle, elle ne peut prendre aucun risque. Mimo affirme à nouveau qu'il peut l'emmener en sécurité dans la zone dorée où vit la sorcière, car personne n'oserait y pénétrer, mais Eve répond que même lui ne pourra pas entrer dans la zone elle-même, car c'est beaucoup trop dangereux. Mimo promet cependant que quoi qu'il arrive, il fera tout pour assurer la sécurité de Lise. Eve envisage cette option et regarde Mist, comprenant immédiatement son expérience en arts martiaux, puis demande à Mimo ce dont il est capable. Mimo tente de minimiser ses compétences, affirmant qu'il pourrait vaincre le roi squelette assez facilement. Eve sourit, arguant qu'un roi squelette est un ennemi puissant, mais rien comparé à ce qu'il rencontrerait dans la zone dorée. Mimo répond en révélant qu'il a vaincu les chevaliers dragons noirs. Eve ne le prend pas au sérieux et rit, affirmant qu'un faible comme lui ne pourrait jamais affronter le plus faible des chevaliers dragons. Mais Mimo lève immédiatement le bras et avant qu'Eve ne puisse dégainer son épée, il utilise sa capacité de paralysie sur elle, immobilisant complètement son corps tandis qu'elle lutte pour se libérer. Il lui demande de se calmer, car plus elle se débat, plus elle perdra de points de vie. Il affirme qu'avec cette capacité particulière, il a réussi à vaincre le héros de l'humanité seul. Mist s'approche également et retire sa cape, révélant qu'elle est la princesse elfe. Que poursuivaient les chevaliers du dragon et affirme avoir vu la bataille de ses propres yeux. Sur ce, Mimo libère Eve du sort de paralysie, car elle croit enfin en ses capacités. Cependant, elle répond que même après tout cela, elle ne sollicitera pas leur aide et qu'elle compte gagner son dernier match demain par la voie légale, libérant ainsi Lise de sa situation difficile. Elle fait confiance à ses propres moyens plus qu'à quelqu'un qu'elle vient de rencontrer. Mimo la regarde et lui demande si elle pense que le duc la laissera partir aussi facilement, car il a entendu dire que le duc était un personnage assez difficile à manier. Mais Eve affirme que malgré le manque d'éthique du duc, elle pense qu'il est humain et ne serait pas assez impitoyable pour revenir sur sa parole. Elle compte donc sur ses compétences pour vaincre son adversaire demain et commencer une nouvelle vie. Il décide de partir et dit à Eve que si elle change d'avis, ils l'attendront aux portes de la ville jusqu'au lever du jour. Ensuite, ils retournent dans la ville où ils aperçoivent soudainement une foule immense. Autour des mages noirs qui prétendent que l'homme de cette maison a insulté leur dieu, et qu'ils ont donc rendu leur jugement, ils les ignorent et poursuivent leur chemin. Lorsque la nuit commence à tomber,
ils entendent soudain les voix de ces mages noirs harcelant une jeune fille sans aucune raison. Ils essaient de la faire entrer dans leur secte, mais elle refuse, ce qui lui vaut une gifle. Mist s'emporte et tente de dégainer son épée, mais Mimo l'en empêche et utilise plutôt son sort de fureur sur l'un d'eux. Cet homme devient fou, frappant et mordant quiconque se trouve à proximité, ce qui donne à la jeune fille le temps de s'échapper. Mimo utilise ensuite son sort de fureur sur les autres, qui se battent entre eux pendant qu'ils quittent les lieux avec Mist. Un peu après minuit, Mimo et Mist reprennent leur chemin vers la porte d'entrée, tandis que Mist demande si Mimo croit vraiment qu'Eve sollicitera leur aide. Mimo répond qu'il sait avec certitude que le duc est un véritable scélérat, et que si Eve choisit la voie légale, elle sera terriblement lésée. La même chose trouble Eve toute la nuit. Elle a du mal à dormir, préoccupée par le lendemain et par la question de savoir si le duc tiendra parole. Elle décide de se rassurer en demandant directement au duc si leur accord concernant la libération de Lise est toujours d'actualité, mais avant même de pouvoir entrer dans la pièce, elle surprend un soldat parlant au duc de la bataille du lendemain. Le soldat lui demande s'il y a des changements de plan, mais le duc répond qu'il n'y en aura pas et qu'Eve mourra demain. Cela la choque profondément. Le duc explique qu'il va lui administrer un poison qui engourdira ses sens. Le soldat rit tandis que le duc affirme avoir été contraint de dépenser beaucoup d'argent pour le sanctuaire qui est construit en son honneur, car elle était très appréciée du public, mais qu'il la considère comme une créature inférieure qui ne devrait même pas être en vie. Eve n'en croit pas ses oreilles, tandis que le soldat demande ce qu'il adviendra de la petite fille, et le duc répond avec mépris qu'il l'élèvera pour en faire une épouse parfaite ou la fera tout simplement placer avantageusement. Ils éclatent tous de rire tandis qu'Eve serre les dents avant de retourner dans sa chambre. Puisqu'elle prend enfin une décision. Elle prend un manteau et se dirige vers la porte principale où elle trouve Mimo et, attendant. Mimo est surpris de la voir si tôt, mais elle répond que le duc est effectivement un homme indigne de confiance, qu'elle acceptera donc l'offre de Mimo et s'enfuira. Mimo précise qu'il souhaite quelque chose en retour, et Eve accepte, affirmant qu'elle révélera l'emplacement de la sorcière et ira même avec eux dans la zone du démon d'or. L'accord est conclu et Mimo se prépare à emmener la fillette. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, l'elfe noir travaille dans une taverne, nettoyant les tables tandis que le gros propriétaire sort de la cuisine en lui criant de travailler plus vite. La pauvre fille essaie de son mieux d'aller plus vite, mais le gros homme a peu d'intelligence et se met à frapper Lise sans aucune raison jusqu'à ce qu'elle tombe par terre tandis qu'il rit. Lise essaie de retenir ses larmes et de rester forte en se souvenant de la force d'Eve et en trouvant du réconfort dans cette pensée. La grosse se met à crier sans raison dans ses oreilles, quand soudain la porte claque, projetant la grosse femme laide par terre. Eve entre, furieuse contre la grosse pour avoir ainsi traité Lise, et dégaine son épée. Mais la grosse s'effondre immédiatement, suppliant pour sa vie, affirmant n'avoir jamais voulu maltraiter la jeune fille. Elle explique que le duc lui avait ordonné de discipliner sévèrement la fille, et qu'en cas de refus, il l'aurait punie. Eve lui dit qu'elle s'en va avec Lise et lui impose de raconter à tous que Lise a été enlevée et qu'elle est partie à sa poursuite pour survivre. La grosse pleure et accepte ses conditions avant de dire à Lise qu'elle n'a jamais voulu la maltraiter, mais qu'elle y a été contrainte. Soudain Nemo entre dans la taverne, masqué, et dit à Eve de partir, il doit juste vérifier quelque chose. Une fois qu'elles sont parties, il s'approche de la laide et grosse orque et lui dit qu'elle peut tromper Eve avec son jeu, mais lui, il voit à travers sa comédie. Il lui dit qu'il a subi des mauvais traitements et qu'il sait ce que c'est, il ne peut donc pas la laisser. La laisser s'en tirer aussi facilement. La femme tente de le bluffer, prétendant qu'elle est la seule à pouvoir les sauver de la colère du duc s'il apprend cela. Mais Nemo en a assez de ces manipulations et utilise immédiatement un sort de paralysie suivi d'un sort de poison qui, d'une certaine manière, la rend encore plus laide tandis qu'elle commence à mourir lentement. Nemo sort un couteau et met en scène un faux cambriolage avant de quitter la taverne et de s'échapper par les égouts. Il commence à progresser dans les souterrains tandis que Lise se présente, suppliant Nemo de la laisser les accompagner car elle veut rester avec Eve. Nemo la regarde, affirmant que leur chemin sera très dangereux, mais Eve répond avec assurance qu'elle ira bien tant qu'elle pourra rester auprès d'elle, et Nemo accepte. Il sort bientôt la limace de son dos et les leur présente avant de sortir des égouts. Bientôt, ils entrent dans la forêt et commencent à la traverser, lorsqu'Eve s'approche de Nemo et affirme qu'elle lui fait entièrement confiance et est prête à risquer sa vie pour lui. Nemo demande d'où vient cette soudaine confiance et elle répond qu'il aurait pu utiliser d'autres moyens pour obtenir des informations, voire la menacer en cherchant à atteindre Lise, mais qu'il a préféré lui exposer ses motivations. Elle demande alors pourquoi il veut rencontrer la sorcière, et il répond qu'il possède un texte ancien qu'il pense qu'elle peut déchiffrer. Eve s'enquiert de ses intentions envers la sorcière, mais Nemo assure qu'il n'a aucune intention de lui faire du mal tant qu'elle ne les attaque pas. Ils partent à cheval. Nemo dit à Mist qu'Eve a certainement un lien avec la sorcière et qu'il a appris qu'elle était une elfe noire comme Lise,
ce qui pourrait être utile car elle pourrait les appuyer. Soudain, il aperçoit une vive lumière provenant du royaume et comprend que l'alerte a été donnée. Eve pense que quelqu'un l'a vu et propose de les retenir pendant que les autres s'enfuient, mais Nemo refuse, déclarant qu'ils affronteront la situation ensemble. Il attire d'abord la moitié des forces en leur faisant poursuivre des chevaux, pendant que les autres se cachent dans les buissons pour une attaque surprise. Il demande à Eve de reculer avec Liz car pour ce plan précis, il a besoin de Myst à l'avant. Une fois tout en place, il prend enfin son masque et le met, prêt pour l'ultime confrontation contre les forces du duc. Le chef du groupe des mages noirs Ashinto reconnaît immédiatement qu'il se dirige vers un piège et s'arrête, affirmant que les ennemis doivent se cacher dans la jungle. Il sent la présence de Myst derrière un arbre et la somme de se montrer, prétendant voir à travers leur stratagème. Myst se révèle, portant le masque du roi des mouches, ce qui semble amuser le chef, assez peu avisé, qui rit tandis que ses sbires pointent leurs flèches vers elle. Il lui ordonne de lui remettre la fille léopard et l'elfe sombre pour qu'elle reste en sécurité et promet de ne pas leur ôter la vie si Myst obéit. Il propose même de la laisser rejoindre le groupe Ashinto car elle semble être une guerrière habile. Brume demande ce qu'il fera si elle refuse son offre, et le chef se lance immédiatement dans un récit sur la manière dont son groupe de mages noirs a réussi à vaincre les chevaliers dragons, ainsi que le plus puissant chevalier de l'humanité. Il affirme qu'une seule malédiction a suffi à les mettre à genoux, après quoi ils n'étaient plus que des insectes qu'il a facilement écrasés. Brume sait évidemment que c'est un mensonge puisque Mimo est celui qui a tué les chevaliers dragons grâce à ses stratégies astucieuses, mais elle décide de jouer le jeu, car tout le groupe Ashinto semble ne partager qu'une seule cellule cérébrale. Elle range sa lame et demande au chef de promettre qu'il ne fera aucun mal à Eve ni à l'elfe noir, et le type accepte, promettant de ne blesser personne. Elle lui ordonne de la suivre tandis qu'elle se dirige vers la forêt, mais le chef sent que quelque chose cloche et ordonne à ses sbires de s'arrêter. Il rit de Brume, se demandant si elle avait réellement l'intention de lui remettre les filles. Il prétend qu'il serait stupide de demander à un grand peloton de la suivre dans la forêt. Puisqu'il est bien plus simple de faire sortir les filles. Il demande si elle essayait de les rapprocher d'une sorte de sort. Myst réalise que son évaluation est juste, car le chef ordonne immédiatement aux mages de prendre leur distance et de se préparer au combat. Myst garde son calme et demande s'ils vont la tuer avec leur idiote malédiction spéciale qui n'existe pas, mais le chef sourit, tandis que le groupe vise Myst avec arc et flèche. Le chef affirme que tous les membres de son groupe sont d'anciens membres de la Guilde des Assassins, qui a été détruite par les héros car jugée illégale, mais certains membres ont survécu et possèdent donc toujours la connaissance de tous les terribles poisons capables de tuer un être humain avec une seule goutte. Myst répond que le poison est une arme de femme, mais le chef la traite de sexiste car le genre n'est qu'une construction sociale, et il s'identifie comme un hélicoptère. Cet idiot finit par révéler qu'ils n'ont pas tué les chevaliers dragons, mais les ont trouvés morts au sol sans aucune trace. Donc, comme Usama, ils ont décidé de s'attribuer le mérite. Quiconque tentait de dénoncer leurs mensonges était tué par un poison puissant ne laissant aucune trace, si bien que les gens commencèrent à croire qu'il pouvait réellement y avoir une malédiction. Myst demande pourquoi diable ils font tout cela, et le chef répond simplement qu'ils étaient fatigués de leur travail et voulaient s'amuser, alors ils ont décidé de renverser le gouvernement et de prendre le contrôle du pays. Puisqu'ils maîtrisent l'art de l'assassinat, ils peuvent tuer qui ils veulent et prétendre simplement que la personne a été maudite, ce qui fait croire aux gens que le dieu est de leur côté. Il demande ensuite où est le reste de son équipe, car il a du mal à croire qu'une femme faible, qui devrait être à la cuisine, oserait les affronter seule. Myst affirme que sa force est réelle et qu'elle les affronte seule parce qu'elle est la princesse elfe disparue que les chevaliers dragons pourchassaient. C'est une nouvelle claire pour le chef, qui est pris au dépourvu et demande si c'est elle qui a tué les chevaliers dragons. C'était une bonne occasion d'intimider les mages noirs en s'attribuant le mérite, mais elle a l'intelligence. Les alvéoles d'une boule de bowling et bafouille la réponse. Le chef affirme immédiatement qu'une femme avec un simple mal de tête ne peut vaincre les chevaliers dragons et qu'il ne croit pas qu'elle puisse être plus forte que de toute façon. Il appelle un chauve, affirmant que c'était l'adversaire qu'Eve devait affronter demain et que son frère est également dans leur équipe, sa arbalète pointée sur elle. À sa surprise, il révèle aussi que leur autre frère, Fang, était celui qui la pourchassait dans la forêt mais est mort mystérieusement, et à cause de cela, le chauve veut se venger. Myst ne sait pas comment gérer cette situation, tandis que le chef des mages finit par l'encercler avec ses acolytes, lui ordonnant de se rendre si elle veut vivre. Myst tombe à genoux en espérant que Nemo trouvera un moyen de s'en sortir, et il ne le déçoit pas. Il lance une grenade éclair aux ennemis avant d'utiliser la slime comme une extension de lui-même, tandis qu'il s'assoit sur sa configuration de jeu ultime et lance un sort de paralysie sur tous. Les mages noirs sont surpris tandis qu'il sort de la forêt avec assurance et dit à Myst qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car il apprécie les femmes plantureuses.
Le chef n'en croit pas ses oreilles et dit à Nemo qu'il a envoyé un groupe dans la forêt pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'embuscade, mais Nemo affirme en avoir déjà maîtrisé les 15 membres. Il leur lance alors un sortilège étrange, leur visage devenant violet tandis qu'ils sont pris de malaise. Nemo prétend avoir été le cerveau de l'opération, ayant intentionnellement créé une situation où il penserait que les pièges avaient été désamorcés dans la forêt, après quoi Mist tenterait de les y attirer. Cela a fait croire au chef qu'il était plus intelligent, et il regrette son erreur de jugement qui lui a coûté la victoire, car s'il avait simplement pénétré dans la forêt, les plans de Nemo auraient échoué. Bientôt, le groupe Ashinto s'effondre à leurs pieds, mais les problèmes ne sont pas terminés car d'autres troupes arrivent. Il dit à Mist de ramener Lise dans la forêt et de se cacher pendant qu'Eve et lui s'occuperont des attaquants. Rapidement, tout le bataillon arrive et se précipite sur Eve pour l'éliminer rapidement, mais cela les conduit directement à porter des malédictions de Nemo qui leur lance un sort de paralysie, les immobilisant. Il leur lance également un sort de poison, tandis que, de la direction opposée, le duc lui-même charge, jurant qu'il exposera sa fourrure au mur et fixera sa tête sur une pique. Nemo tente d'utiliser son sort de paralysie, mais malheureusement, il a atteint sa limite quotidienne et pour en utiliser davantage, il devra souscrire à un abonnement premium. L'acolyte du duc allait le frapper, mais il utilise immédiatement un sort de ténèbres qui le rend aveugle, donnant à Eve l'occasion de lui trancher la tête d'un seul coup. Il commence à utiliser son sort d'aveuglement sur chaque chevalier des environs tandis qu'Eve se jette sur eux, les tuant de son épée. Cela terrorise le reste des soldats qui prennent la fuite, mais Nemo lui dit de ne laisser personne s'échapper. Eve saisit immédiatement une lance et la lance sur un ennemi, le blessant gravement. Cela la fit se sentir forte et indépendante. Pendant ce temps, Nemo lançait des sorts sur les ennemis comme s'il distribuait des bonbons. Un chevalier tenta de l'attaquer, mais sa flèche le manqua de peu. Le duc, désespéré, tua son propre soldat pour empêcher toute fuite. Parallèlement, la femme combattit avec une rare efficacité jusqu'à ce que seul le duc reste. Le duc, croyant à un jeu, dit à Nemo qu'il se reverrait un jour avant de partir, mais Nemo utilise un sort de paralysie pour l'arrêter. Eve l'acheva. Ensuite, Nemo gela les corps des membres du groupe Ashinto avant de les briser afin qu'ils ne soient jamais retrouvés, laissant croire que le groupe Ashinto avait tué le duc et ses hommes avant de s'enfuir. Après cela, ils se dirigent tous vers une grotte pour se détendre un peu. Nemo prodigue ensuite un petit soin à Mist avant de la faire dormir sur ses cuisses. Le lendemain matin, il apporte une nouvelle perfusion à Lise, et ils décident de poursuivre leur voyage vers la zone démoniaque. Au coucher du soleil, ils atteignent la forêt enchantée où Nemo remarque un grand arbre dénudé au milieu. Eve répond qu'il s'agit de l'arbre corrompu, qui possédait autrefois des pouvoirs magiques. Elle sort ensuite une carte, affirmant qu'ils sont le point vert et doivent se diriger vers le point rouge. Plus tard dans la nuit, ils s'assoient tous autour du feu de camp pour se reposer, tandis que Nemo semble très agité, faisant les 100 pas sur la falaise, réalisant qu'il déteste toujours la déesse Visay, autant qu'il la détestait la première fois où cette femme l'a contrainte à un séjour difficile. Il sait que la zone démoniaque est l'un des endroits les plus dangereux du monde, mais cela signifie aussi qu'il pourra y gagner beaucoup d'expérience. Il ne deviendrait peut-être jamais aussi fort que les héros de rang S ou O, mais il peut assurément réduire considérablement l'écart de puissance qui les sépare. Avec cela, il décide que le lendemain matin, il continuera son voyage à travers la forêt et affrontera quiconque se trouvera sur son chemin afin de gagner un maximum d'expérience le plus rapidement possible, pour être prêt, lors de sa prochaine rencontre avec la déesse, à la confronter avec assurance et la vaincre. Le lendemain matin, ils se préparent tous à s'aventurer dans les profondeurs de la forêt mortelle, mais avant de partir, inspirés par un certain modèle d'organisation du travail, ils confient tout leur bagage à l'enfant elfe noir. Mimo affirme que cela maximisera leurs chances de survie, aussi le suivent-ils et pénètrent-ils dans la forêt. Immédiatement, un énorme démon lézard apparaît, comme une manifestation étrange. Mimo se rend compte qu'il est différent des monstres lézards normaux, et soudain, le démon lézard ouvre une gueule monstrueuse révélant des dents répugnantes. Il attaque immédiatement Eve, qui saisit cette occasion pour se rapprocher et lui lance son sort de paralysie. Le monstre s'immobilise immédiatement tandis qu'il lui lance un sort de poison très efficace, et le monstre meurt rapidement. Cela réjouit Mimo car il sait maintenant que ses sorts fonctionnent sur les monstres de cet endroit. Il dit à Eve qu'il pense que c'était un monstre particulièrement faible, car ceux qu'il a tués dans les premiers donjons étaient plus forts. Lise se prépare à les suivre. Eve veut prendre les sacs à Lise, mais Mimo lui dit de la laisser partir. Eve craint que Lise ne tombe, et sa crainte se réalise lorsque Lise glisse en sautant. Mais heureusement, la gelée la rattrape, la sauvant d'une mort inutile. Ensuite, Mist, complètement trempé, saute de pierre en pierre et se met à éternuer. Mimo lui offre son manteau, mais cela ne fait qu'aggraver la situation.
Eve leur dit de se calmer, mais s'arrête soudainement car ses sens félins se mettent à vibrer, lui signalant la présence d'un monstre très puissant. Elle propose de servir d'appât pendant qu'il tend son piège. Il se cache immédiatement derrière un arbre, tandis que ces immenses mais stupides monstres insectes se mettent à abattre tous les arbres pour atteindre leur proie. Ils finissent par entrer dans la portée de Mimo, qui sort de derrière l'arbre et utilise un sort de paralysie sur les deux. L'œuf commence à briller et éclot pour révéler un cheval étrangement bleu qui se met à courir comme un fou. Mimo ne sait que penser, et même Mist affirme ne connaître aucun démon cheval ressemblant à cela. Comme Mimo ne sent aucune hostilité venant du poney, il décide de le garder et de voir ce qui se passe. Soudain, Mist découvre une étrange excroissance tumorale sur le dos du cheval et se demande à quoi elle sert. Mimo, impressionné, se demande s'il pourrait le faire porter leur bagage aussi, mais le cheval semble vouloir recommencer. Mais assez vite, il commence à transférer plus de mana dans le cheval, qui brille en rouge et se transforme à nouveau en un vilain cheval noir à 8 pattes qui a du style. Mimo décide donc de le garder pour son look, tandis qu'il passe sa langue sur Mist. Lorsque la nuit tombe, Mist le rejoint rapidement, affirmant qu'ils ont fait de rapides progrès grâce au cheval, et Mimo acquiesce en apercevant une étrange lumière au bout de la forêt. Il trouve Mimo assis devant le corps d'un démon géant, le secouant de gauche à droite. Eve est choquée de voir que Mimo a vaincu un monstre si puissant tout seul, et ne veut pas les déranger. Bientôt, ils rangent leur équipement et Mimo décide de repartir pour gagner du terrain avant l'arrivée de la tempête. Ils vivent tous avec Lise et s'amusent. Ils sont tous heureux de voir que leur périlleux voyage touche à sa fin. Mist et Mimo tentent tous deux de la sauver, mais ils sont trop loin pour intervenir. Heureusement, elle recule immédiatement en demandant à Mimo s'il sait quelque chose à ce sujet. Mais Mimo n'a aucune idée de ce que c'est, et lance immédiatement un sort de paralysie se demandant s'ils survivront à cette situation. Mimo comprend rapidement que cela ne peut être une coïncidence, et se souvient avoir lu autrefois l'histoire d'un démon particulier qui n'est pas très puissant seul, mais dont la mort. Un cri attire des hordes de démons. Il pense que cet individu bruyant pourrait être l'un d'eux. Cependant, le mal est fait, une immense armée de monstres approche et Mimo réfléchit rapidement à une solution pour s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse décider quoi faire, Eve s'avance, permettant aux autres de fuir la zone et de trouver la sorcière. Eve allait faire une promesse, lorsque Mimo la reprend, trouvant son attitude déplacée. Il affirme qu'elle est incapable de vaincre les monstres, quel que soit son effort. Il sort son masque, expliquant que cette situation exige une intervention virile. Mais Mimo la fait taire, car ils ont besoin d'elle pour négocier avec la sorcière, qui lui fait confiance et non à eux. Il se prépare et leur demande de s'enfuir par les grottes, précisant qu'il restera avec le cheval et la créature visqueuse, car ils ont les meilleures chances de survie. Comme il est le chef ici et qu'il va donner l'ordre, oui. Eve finit par accepter, tout en pensant qu'il va la tuer. Kiri réalise que quelque chose ne va pas, car il pensait être le personnage principal de cette histoire, mais ces monstres l'ignorent, comme votre béguin vous ignore. Pendant ce temps, une des filles reçoit une gifle d'un monstre juste avant de partir. Elle tombe au sol, se demandant si elle rencontrera Mimo après sa mort, mais mauvaise nouvelle pour elle, car Mimo se prépare à intervenir. Il consacre toute son énergie à renforcer son cheval, le rendant plus grand et plus fort, après quoi il est poursuivi par d'énormes monstres. Il se demande s'il survivra à cette attaque, mais réalise qu'il possède une force incroyable. De retour dans la forêt, Aya tente d'aider les autres élèves à évacuer, mais soudain Kiri et son compagnon arrivent sur les lieux et ordonnent à Yasu de se taire. Car il reste un solitaire au bas de l'échelle sociale, et il vient de démontrer pourquoi il ne pourra jamais s'élever, quelle que soit la puissance qu'il acquiert. Yasu réagit vivement et se met à nouveau à jacter, affichant un comportement provocateur. L'ami de Kiri se demande s'il ne faudrait pas lui faire une leçon, mais Kiri lui dit de laisser tomber. Yasu leur répond avec insolence avant de partir, affirmant que chacun est seul responsable de lui-même. De retour à la grotte, Eve dit à Mist qu'elle va rejoindre Mimo. Mist s'inquiète qu'Eve ne crée des problèmes avec Mimo et lui demande pourquoi elle sort. Eve explique qu'elle ne pense pas que Mimo puisse gérer tous ces démons seul. Elle affirme que même s'il est le plus fort parmi eux et possède les meilleures statistiques, il dort très peu depuis leur arrivée dans cette forêt. Mist acquiesce car elle sait qu'il les protège pendant qu'il reste éveillé, ce qui signifie qu'il n'est pas dans son meilleur état actuellement. Eve insiste sur le fait qu'elle ne mentait pas lorsqu'elle a dit pouvoir probablement gérer les démons seule. Elle prétend qu'elle excelle dans le travail solitaire dans l'obscurité grâce à son intuition et à son excellente ouïe. Mist finit par accepter, inquiète elle aussi pour Mimo. Eve décide donc de laisser Lise à ses soins pendant qu'elle va chercher Mimo pour s'assurer qu'il va bien. De retour sur le champ de bataille, Mimo sème le chaos en utilisant la slime pour lancer un sort de rage sur quelques monstres en première ligne,
mais il réalise que jusqu'à présent, seules les créatures les plus faibles ont succombé et que les plus fortes sont toujours derrière lui. Cela réduit sa visibilité et son audition. Il ouvre rapidement sa barre d'état, pour se rendre compte qu'il consomme son mana très rapidement et que pour en récupérer, il doit éliminer les monstres plus puissants au centre. Il se retourne immédiatement et court vers eux, tandis que son cheval piétine tout monstre qui s'approche, et il lance cette fois un sort de cécité. Il s'acharne sur eux, utilisant à répétition le sort de rage, se frayant un chemin vers le monstre géant au centre. Il remarque que son mana diminue très vite, il continue de courir en réalisant qu'il les isole rapidement en jetant un sort de sommeil sur les autres petits démons, laissant ainsi les deux plus grands le poursuivre seuls, lui qui est assis au sol, effrayé, devant un démon mort. Eve est prise au dépourvu et se demande ce qu'un humain fait là, lorsqu'une autre fille surgit des bois et tente de la frapper par un éclair. Eve parvient à bloquer l'attaque, mais Itsuki enchaîne avec un deuxième coup, la surprenant. Itsuki croit qu'Eve est un démon et lui dit de se préparer tandis qu'elle se rue sur elle, l'épée à la main, prête à l'affronter. Tandis qu'Eve se demande si elle a assez de force pour combattre ces véritables héroïnes, elle réussit à esquiver les attaques d'Itsuki. Elle sent que les coups d'Itsuki deviennent plus précis et se demande si elle progresse au cours de leur combat. Elle fait de son mieux, mais finalement, par chance, sa sœur jumelle Iji arrive à ce moment précis et lui demande d'arrêter. Et Itsuki lui dit que si elle était arrivée un peu plus tard, elle aurait servi de repas à un léopard. Elle demande à sa sœur pourquoi elle l'a empêchée de porter le coup fatal, et Iji répond qu'Eve n'est pas un démon. Elle continue d'utiliser les malédictions de paralysie et de fureur, lorsqu'un gigantesque monstre l'attaque par derrière. Mimo tente d'utiliser Piggy pour l'atteindre rapidement, mais Piggy est trop épuisé et ne peut pas s'étendre suffisamment. Mimo doit lancer un sort de sommeil sur le mammouth lui-même, puis il l'achève avec une malédiction de poison. Il lui reste beaucoup de mana, mais Piggy n'est pas en état de combattre à nouveau. Mimo le renvoie se reposer. Le monstre est humanoïde, très intelligent, et a probablement compris que les malédictions ne peuvent être lancées que sur des cibles clairement visibles. Très vite, le monstre se précipite sur lui, et Mimo dit à son cheval de continuer à courir à ses côtés. Il essaie d'utiliser ses compétences sur le monstre, mais celui-ci se protège à chaque fois avec les corps des monstres morts. Le monstre s'arrête soudainement et lance un orbe de lumière verte dans le ciel, qui commence à bombarder la zone avec des rayons magiques destructeurs. Le cheval fait de son mieux pour esquiver l'attaque, mais un des rayons frôle le bras de Mimo, et un autre atteint les cornes du cheval, le faisant tomber à terre. Préparez-vous à combattre ensemble, et le monstre à visage humain lance une nouvelle salve de laser provoquant des explosions successives autour d'eux. La fumée qui en résulte dissimule Mimo au monstre, et il jette son casque au sol pour le désorienter. Le monstre s'apprête à détruire le casque, mais il remarque qu'il ne s'agit que d'un leurre. À ce moment-là, il entend la voix de Piggy au loin et se tourne vers elle. Mais Mimo n'y est pas non plus. Le monstre sent le cheval derrière lui, sa blessure le lance et il vérifie son état pour constater que ses PV sont proches de 0. C'est alors que le dernier monstre succombe et Mimo monte de niveau. Sa compétence de paralysie est améliorée et une nouvelle compétence est débloquée. Il décide de la consulter après avoir rejoint son groupe, mais son bras est cassé. Eve réfléchit à ses efforts pour devenir un être humain normal après avoir été sauvé de ses parents violents, et réalise que s'il avait été normal, il aurait craqué après les épreuves horribles qu'il a traversées dans ce monde. Mist décide d'engager la conversation avec lui et lui demande son âge. Il lui dit qu'il a 17 ans, et elle est surprise car il est plus jeune qu'elle. Mais Mist lui répond qu'elle n'a que 19 ans elle aussi. Elle explique à Mimo qu'elle l'avait toujours cru dans la vingtaine tant il est calme et mature. Il demande si elle va désormais le traiter comme un cadet, et Mist répond que quel que soit son âge, il restera toujours le maître qu'elle sert. Mimo, quant à lui, essaie encore de comprendre cette douce sensation sur ses lèvres. Il voit Mist s'agiter, alors il l'endort en utilisant ses compétences, et réalise alors qu'elle l'a embrassé pensant qu'il dormait. Au lieu d'être content, Mimo se sent mal à l'aise car il ne souhaitait pas que leur relation amoureuse commence avant qu'il ait achevé sa vengeance. Le Nekmo, pensant que cela sera la descente du tunnel, trouve une porte qui s'ouvre en injectant du mana dans un cristal. Mimo commence à y injecter du mana, mais réalise rapidement que la sorcière a rendu son emplacement si facile à trouver qu'il se retrouve dans une vaste prairie parsemée de fleurs sauvages. Il semble y avoir un ciel au-dessus d'eux, même s'ils sont sous terre, et un léger vent souffle également. Au fond de ce vaste espace se trouve un manoir taillé dans la roche même. Abonnez-vous et découvrez ce tout nouvel anime sur un humain qui se cache et devient le puissant chef de l'armée des démons.